Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Bienvenue à cet épisode numéro 28. Aujourd'hui, on parle du stress, un sujet qui va toucher pas mal à tout le monde puisque tout le monde va vivre ou a déjà vécu un jour ou l'autre du stress. Pour l'occasion, j'ai reçu Catherine Raymond qui est neuroscientifique, complète actuellement son doctorat sous la direction de Sonia Lupien. Sonia Lupien qui a un laboratoire de recherche en lien avec le stress, qui est une sommité mondiale et notre experte québécoise ici dans le domaine. Sonia qui a déjà plusieurs apparitions dans les médias, qui est très connue du public également en lien avec les travaux de son laboratoire, qui a déjà écrit le livre Pour l'amour du stress. Excellente lecture à recommander d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je suis très choyé d'avoir reçu son étudiante Catherine Raymond pour parler de tout ce qui entoure le stress finalement. Donc on a parlé de qu'est-ce que c'est le stress, à quoi ça sert, les différentes causes du stress, les facteurs qui peuvent déterminer ce stress-là. Mais on a aussi parlé de solutions concrètes, donc comment y remédier, des solutions qui ont été démontrées par la science comme étant utiles et qui fonctionnent pour réduire le stress. Et on a aussi parlé des différences entre le burn-out, la dépression et les différences entre l'anxiété et le stress. Donc, tout ça, c'est des termes qui peuvent être confondus à l'occasion. On est allé déboulonner les différences entre tout ça. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation. Comme d'habitude, c'est super apprécié si vous pouvez partager les épisodes. C'est ce qui redonne le plus de visibilité au podcast et qui permet d'agrandir la communauté. Alors sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, allez rejoindre les différentes plateformes, vous abonner, mettre des pouces dans les airs aux épisodes. Et également de vous abonner aux chaînes sur les différentes plateformes balado comme Spotify, Apple Podcasts et Google Balado. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier l'épisode numéro 28 avec la neuroscientifique Catherine Raymond. OK, on est parti. Catherine Raymond, bon matin. Bon matin. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis super content. On a fait ça quand même, pas dernière minute, là, mais quand même last notice. Fait qu'on s'est trouvé une date assez rapidement. Fait que je suis très heureux de te recevoir. Initialement, j'avais écrit à Sonia Lupien, avec qui tu fais de la recherche, ou qui tu es un peu comme dans son groupe de recherche, si on veut. Exactement. Ouais, exactement. Fait que sous son aile, tu as pris sous son aile comme chercheuse. Puis évidemment, Sonia a un agenda de première ministre. Tout à fait. Fait qu'elle m'a référé à la personne de confiance qui est toi. Fait que je suis vraiment content de te recevoir. Le stress, c'est un sujet qui me passionne, qui fait partie aussi de mon quotidien comme physio avec la clientèle avec qui je travaille. Je pense que n'importe qui travaille en relation d'aide a cette composante-là à sa pratique. Fait que je pense que c'est un sujet qui, de un, touche à tout le monde, puis peut-être qu'on a besoin de démystifier beaucoup de choses autour du stress. Ouais. Je pense que toi, ça fait partie aussi de ton travail. Je sais que tu aimes beaucoup vulgariser. Tu es souvent invité, que ce soit dans d'autres podcasts, que ce soit en lien avec des conférences ou autre chose. Fait que ça va être le fun de faire ça ce matin. Ouais, merci de l'invitation. Fait que juste pour que les gens comprennent un peu c'est quoi ton rôle ou qu'est-ce que, tu sais, dans quel monde toi tu baignes, peux-tu me résumer un petit peu ce que tu fais puis ton titre un petit peu en 30 secondes, une minute? Ouais. Qui suis-je? Exact. Moi, j'ai fait mon doctorat en neurosciences auprès de Sonia Lupien. Puis au préalable, en fait, si je pars de la naissance de Jésus, j'ai fait un bac en psycho. Ouais. Ensuite de ça, un doc en neurosciences. En ce moment, je suis chercheuse postdoctorale à l'UQAM en psychologie. Je suis donc bébé chercheur. Ouais, c'est ça, j'ai entendu ce terme-là pour lequel tu te définissais. Là. Oui, exactement. J'apprends à faire de la recherche de façon autonome. Puis en parallèle à ça, je fais un deuxième doctorat en ce moment en psychologie clinique pour devenir finalement psychologue praticienne auprès des enfants. Mais les sujets de recherche qui me motivent, c'est vraiment de comprendre les effets du stress sur le cerveau. Fait que quand on est exposé à un environnement stressant sur une longue période de temps, comment est-ce que ça se reconfigure tout ça? Hein? Est-ce qu'on se régule de la même façon? Est-ce qu'on est capable de porter attention comme un individu qui n'a pas vécu du stress chronique? Puis je me pose aussi la question, quand ça arrive chez l'enfant, est-ce que ça donne les mêmes effets sur le cerveau que quand ça arrive chez l'adulte? Hein? Ouais. Parce qu'on sait que le cerveau de l'enfant est encore en développement, fait qu'il est plus fragile aux environnements stressants. Donc, mes publications, c'est ça, ça baigne un petit peu dans ces eaux-là. Puis, je m'intéresse en ce moment, dans le cadre de ma recherche, mais aussi de mon deuxième doc, à voir comment est-ce qu'on peut traiter le stress exacerbé puis l'anxiété chez l'enfant, justement connaissant cette vulnérabilité-là chez lui. Quel genre d'intervention on peut faire pour minimiser
mettons, les conséquences à long terme. Soit minimiser les conséquences ou encore favoriser un bon développement. Essayer de travailler un peu en amont puis voir les programmes qu'on pourrait développer chez les enfants pour détecter les enfants qui sont à risque de devenir anxieux, ceux qui le sont déjà peut-être à un seuil sous-clinique. Et donc, c'est ça, voilà. Puis pour ceux, parce qu'on a name-droppé Sonia Lupien, il y en a peut-être qui la connaissent pas. Je pense que plusieurs la connaissent. Sonia Lupien qui est un peu, si on veut, la leader québécoise canadienne en recherche sur le stress, puis qui est de renommée internationale, là, qui a vraiment un grand impact au niveau de la recherche, beaucoup impliqué, puis qui a pas mal dédié sa vie professionnelle à la recherche sur le stress, si je me trompe pas. Exactement. Puis en ce moment, elle se voue non seulement à la recherche, mais aussi à la vulgarisation de ce savoir-là. Oui, exact. Elle a écrit quelques livres, notamment en lien avec le stress. Elle fait des chroniques à la radio. On donne beaucoup de conférences sur le stress. On essaie vraiment de rendre ça, de démocratiser en fait les connaissances sur le stress, parce que ce qui est démontré scientifiquement, c'est que la meilleure façon de le réguler, c'est de le comprendre. Ouais. Un peu comme bien les choses, exactement. Mais oui, tu sais, la douleur, on est capable de la traiter parce qu'on comprend ce qui nous arrive quand on a mal. On met notre main sur le poil, ça fait mal, on sait quoi faire, on l'enlève. Quand on est stressé, bien souvent, étant donné qu'on n'a pas appris ce que c'était, on a beaucoup de difficultés à réguler ce stress-là au quotidien ou même à le reconnaître. À reconnaître, ces symptômes-là, c'est du stress. OK, bon, ben, je vais sortir ma boîte à outils, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Et donc, on se fait pour mission, finalement, de rendre ce phénomène-là plus concret. Oui, mais qui est une belle mission aussi. Puis on dirait que cette année, avec toute l'histoire de la pandémie puis tout ça, les gens, on dirait qu'il y a beaucoup de cliniciens ou plusieurs chercheurs qui ont cherché à justement faire ce pont-là avec le public cible ou avec le monsieur, madame, tout le monde en général. Peut-être ça nous a donné plus le temps de monter des projets de vulgarisation ou de développer des plateformes sur lesquelles on peut faire ça. Vraiment, tu as raison, parce qu'en plus de ça, au début de la pandémie, on savait plus, est-ce qu'on a le droit de tester ou pas? Tu sais, en tant que chercheur, j'ai-tu le droit de recevoir des participants en laboratoire? Surtout que, par exemple, nous, on travaille en stress biologique. Il faut le mesurer, ce stress-là. Et donc, on prend des échantillons de salive pour se faire. Et donc, au début de la pandémie, on était un petit peu coincés. On a mis un frein sur tout ce testing-là, si je peux me permettre, sur toutes ces expérimentations-là. Et donc, oui, on avait plus de temps, très temporairement, pour faire de la vulgarisation, chose qu'on faisait déjà auparavant, mais on a monté une chaîne YouTube, on participait beaucoup plus à ces efforts-là de vulgarisation. Fait que je pense que ça a donné du bon quand même à ce niveau-là en termes de démocratisation des connaissances. Fait que si on se lance dans le vif du sujet, probablement que c'est la question que tu te fais le plus poser, mais il faut partir sur les bases. À la base, le stress, qu'est-ce que c'est? Puis à quoi ça sert? Ben oui, c'est une très bonne question. Le stress, là, c'est une réponse biologique. Quand on dit stress, on parle d'une réponse physiologique que le corps envoie pour nous donner la seule chose dont on a besoin devant une menace, de l'énergie. Okay? Donc, pour notre cerveau, qu'on fasse un examen qui est super stressant ou qu'il y a une voiture qui arrive vers nous à toute vitesse puis qui menace de nous frapper, il va répondre exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'il va produire des hormones de stress, notamment, il y a le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline. Okay? Puis ces hormones de stress-là ont une fonction, nous permettent de mobiliser suffisamment d'énergie pour combattre la menace. Okay? Puis c'est pour ça que si, par exemple, on est dans le trafic, coincé derrière le volant, sagement assis dans notre voiture. Là, on a peur d'arriver en retard à un rendez-vous. Notre cerveau, lui, ce qu'il se dit, c'est « Ah, rendez-vous en retard égale mammouth. » On est stressé. Et donc, il va nous faire sécréter beaucoup d'hormones de stress. Puis c'est pour ça qu'on se sent gonflé à bloc dans ce type de situation-là. C'est parce qu'on a littéralement suffisamment d'énergie pour combattre un mammouth. Là. Okay? Et donc, à petite dose, le stress, c'est nécessaire à notre survie. C'est notre ami. Là. On en a besoin. C'est ça l'affaire, exactement. Oui, il faut un peu se réconcilier avec le stress. Tout à fait. Puis, il n'y a pas de pilule magique pour éliminer le stress. On va toujours en ressentir, heureusement. Okay? Parce que plus de système de stress égale énorme menace à notre survie. Là. On a besoin de cette énergie-là, mais bien entendu, l'objectif, c'est de la ramener à des niveaux qui sont convenables pour notre santé physique puis notre santé mentale. Okay? Parce que comme tout, trop, c'est comme pas assez. Là. Exact. C'est tout le temps une question d'équilibre. Historiquement, à quoi ça nous a servi, le stress? T'sais, si on remonte même à la préhistoire, là, l'homme de Cro-Magnon et tout ça. Exact. Dans le temps des hommes des cavernes, là, on avait besoin de ce fameux système de stress-là pour faire les deux seules choses que tu peux faire devant un mammouth, le combattre ou le fuir. Mais dans les deux cas, tu as besoin de larges doses d'énergie. Et donc, notre système de stress, là, à prime abord, il était fait pour qu'on sécrète des hormones de stress une fois de temps en temps. Okay? Quand on croise une menace sauvage, par exemple, on sécrète des hormones de stress, on mobilise beaucoup d'énergie, on combat ou on fuit, mais dans les deux cas, on la dépense, cette énergie mobilisée. Par la suite, le corps revient à un certain équilibre en termes d'hormones de stress, puis on continue notre quotidien. Là.
Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que cette réponse de stress-là, elle arrive plusieurs fois. Chez un individu en santé, ça peut arriver une douzaine de fois par jour. Là. Ah ouais, hein? Aussi souvent que ça? Ben oui, on sécrète des hormones de stress parce qu'on regarde notre agenda et wow, il est plus surchargé qu'on pensait. On a peur d'avoir perdu notre téléphone cellulaire, on a peur d'arriver en retard à un rendez-vous, on trouve pas de stationnement, etc. Et donc, à chacune de ces situations-là, on va sécréter de petites doses d'hormones de stress. Il n'y a pas de problème, on est capable de revenir à un équilibre, mais chez certaines personnes qui vivent dans des contextes de vie qui sont hautement stressants, que ce soit d'un point de vue psychosocial, hein, parce qu'ils vivent dans un milieu qui est plus adverse, du stress au travail, du stress dans le milieu familial, bien là, le cerveau, s'il perçoit des mammouths 24 heures sur 24 toute la journée, c'est beaucoup d'hormones de stress qui peuvent amener le corps ou le cerveau à se déréguler. Et donc, dans le temps des hommes des cavernes, on avait peut-être un petit peu moins ce problème-là qu'à l'heure actuelle. Puis c'est la raison pour laquelle on pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de maladies associées au stress chronique qu'il y en avait auparavant. Exact. Puis c'est peut-être ça la nuance, c'est qu'on cumule du stress chronique sans nécessairement la capacité de le gérer de la façon optimale. Ou c'est là que la balance est un petit peu débalancée, si on veut. Là. Exactement. Puis, tu sais, dans le passé, la façon que tu viens de l'expliquer, en gros, là, le stress a été essentiel à notre survie. Le stress demeure essentiel à notre survie en ce moment. Il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'un stress bien dosé, ça stimule la performance, ça stimule notre concentration. Fait que faut un peu se réconcilier avec l'image du stress qui est vu comme un peu le gros méchant. L'ennemi. Exactement, l'ennemi. Puis tu sais, d'ailleurs, Sonia Lupien a écrit le livre Pour l'amour du stress, puis je trouve que son titre est très bien choisi. Elle essaie de démystifier, puis encore une fois, quand on le comprend mieux, on est capable d'un peu mieux saisir à quoi ça sert. Fait que toi, qu'est-ce que tu penses ou en fait, c'est quoi le rôle de la compréhension du stress dans la réconciliation avec celui-ci, finalement? Oui, tout à fait. En fait, c'est une bonne question. Comme on le disait un petit peu plus tôt, les phénomènes qu'on comprend, on a beaucoup plus de façons à les réguler. Tu sais, comme la douleur, on donnait l'exemple, tu te mets la main sur le poil, ça fait mal. Ouais. Tu sais quoi faire? Tu sais, mais je vais enlever ma main. Tu sais, c'est très spontané comme réponse. Ce qui arrive avec le stress, c'est qu'étant donné qu'on ne l'a pas appris, ce que c'était, souvent on va ressentir des symptômes, puis on les comprend pas. On va mettre ça sur le dos de ce qu'on a mangé, de notre fatigue, alouette. Et donc, on a beaucoup de difficultés à se dire « Ah, j'ai mal au ventre, j'ai mal dormi, il y a peut-être un mammouth, je vais essayer de chercher, il est où? Où est-il dans mon environnement? » Puis on a de la difficulté à mettre ces événements-là, donc en association avec nos symptômes de stress, ce qui fait en sorte qu'on se réexpose encore et encore à des situations qui nous posent problème, sans plan A, changer notre interprétation de cette situation-là, ou plan B, changer notre environnement. Tu sais, décider que, bon, mais finalement, cet emploi-là, il est pas bon pour moi. Ça me convient pas. Je me sens pas bien. Exactement, ces relations-là interpersonnelles ne me conviennent pas. Je vais essayer de les changer ou en tout cas de moins m'exposer à ce type de situation-là. Et donc, on a de la difficulté finalement à poser action parce qu'on interprète mal ce qui se passe dans notre corps. Puis justement, ce que tu disais tantôt, tu parles d'interprétation de ce qu'on sent dans notre corps. Concrètement, sous quelle forme ça peut se manifester? T'sais, on parle de symptômes physiques souvent, là, ou de choses qu'on peut ressentir. Ouais. Ce serait quoi des exemples? Bien, il y a deux catégories de symptômes. Les premiers sont physiques, en effet, puis la majorité de ces symptômes-là vont découler de la mobilisation d'énergie dont on parlait un petit peu plus tôt. Okay? Donc, ça peut être, par exemple, des tremblements, le symptôme classique du cœur qui bat la chamade. On peut même avoir de la difficulté à parler, là, tellement le cœur s'accélère. La raison est très simple derrière ça, c'est qu'on veut amener le plus de sang possible vers les muscles principaux du corps pour avoir plus de force musculaire, t'sais. Et donc, le cœur qui bat la chamade, la transpiration en l'absence d'activité physique. On peut parler d'une respiration qui est accélérée, qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à s'exprimer. On a besoin de beaucoup d'oxygène, donc on respire plus rapidement. Il faut se rappeler que c'est un système qui est très primitif. Là, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, on a des frissons quand on est stressé. Ah non, j'ai jamais remarqué ça. T'as pas ça? Il y a des gens qui l'ont de façon plus proéminente que d'autres. Les poils s'érissent sur la peau pour qu'on ait l'air plus gros devant notre adversaire. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ça peut être une envie d'uriner qui est urgente. La raison derrière ça, elle est très simple. C'est parce qu'en situation de stress, tous les systèmes qui ne sont pas nécessaires à la survie ici, maintenant, là, à court terme, ils vont temporairement ralentir leur fonctionnement parce que ça prend beaucoup d'énergie faire fonctionner ces systèmes-là. Puis le système digestif en fait partie. Et donc, la vessie va tout simplement se vider de son contenu. C'est ça qui fait en sorte que, par exemple, avoir un appel téléphonique super stressant, une conversation difficile avec son patron, etc., on a envie de pipi là, tout de suite. Ou quand on a une grande peur ou quelque chose comme ça. Oui, ou une grande peur, exactement. Oui, les fameuses scènes là, dans les bandes dessinées, là, les cartoons là, du bonhomme qui s'échappe et qui n'est pas capable de se retenir. C'est expliqué par ça. Et tous les symptômes gastro-intestinaux
brûlement d'estomac, diarrhée, constipation, ballonnement, etc., c'est parce que le système digestif, encore une fois, se met en pause, ce qui peut amener plusieurs signes digestifs comme ça. Les gens vont différer dans quels symptômes ils vont présenter de façon prédominante. Il y a des gens qui c'est du reflux gastrique, là, des brûlements d'estomac. Ah ouais. Il y en a d'autres qui n'ont jamais ressenti ça de leur vie. Pour d'autres, ça va être des diarrhées récurrentes quand ils sont stressés. Et comme tu vois, tous ces symptômes-là peuvent être dus à autre chose qu'au stress. Hein? Ben, exactement. C'est pas unique au stress, ces symptômes-là. Exactement. Ce qui fait en sorte que c'est encore plus difficile de détecter son stress parce que les gens, ils vont essayer de couper tous les aliments possibles, protéines bovines, je mangerai plus de noix, ci, ça, parce qu'ils se pensent intolérants à ces substances-là, alors que dans le fait, c'est le stress qui pose ce symptôme-là. Puis là, je suis pas en train de dire c'est juste du stress tout le temps. Bien entendu, ça peut être d'autres situations qui amènent ces symptômes-là. Et donc, la meilleure façon de détecter si c'est du stress ou pas, selon moi, c'est de tenir un agenda. Tu sais, tu as ton petit agenda, puis tu notes quand tu ressens ces symptômes gastriques-là, puis finalement, tu vas te rendre compte que ben, c'est soit parce que oui, tu bois du lait ou tu manges du fromage, puis c'est peut-être causé par une intolérance, ou ben, c'est à tous les matins avant d'arriver au travail. Ouais, Et ça. donc, la tenue d'agenda, ça peut grandement aider. Fait qu'il y a le système digestif qui cesse de fonctionner, qui peut donner ces symptômes-là. Un autre système qui ralentit largement son fonctionnement quand on est stressé, le système reproducteur. Ouais. Demandez-vous pas pourquoi vous n'avez pas de libido quand vous êtes stressé. Ouais. C'est parce que le cerveau, lui, ce qu'il se dit, c'est que t'es entouré de mammouths, c'est pas le temps de te reproduire. Exact. Okay? Et donc, il va freiner la production d'hormones sexuelles. Étant donné qu'on produit moins d'hormones sexuelles, notamment la testostérone, ben la libido va diminuer largement. Et chez les femmes, ça peut diminuer la cyclicité menstruelle. Okay. Ce qui fait en sorte qu'il y a moins de progestérone, estrogène. Ouais. Ça cycle moins, donc il peut y avoir absence de règles, ce qu'on appelle l'aménorrhée, ou même diminution significative de la fertilité. Là. On produit moins d'ovules parce qu'on cycle moins, et donc c'est ça peut diminuer la libido et la fertilité. Fait que tous ces signes physiques-là, je vous en ai nommé quelques-uns. Là, ouais, mais il y en a plein, là, finalement. Ah, oui, mais c'est qu'on voit que c'est pas unique au stress, exact. C'est des choses qu'on peut retrouver dans toutes sortes de maladies, conditions, pathologies. Exactement, oui, tout à fait. Et donc, un autre truc, ça peut être de dresser une liste potentielle de ces symptômes-là, et puis les cocher, hein, dire, OK, ben oui, en effet, j'ai mal au ventre ces temps-ci, j'ai moins de libido qu'à l'habitude, c'est vrai que mon cœur bat fréquemment la chamade, je me rends compte que j'ai souvent des auréoles de sueur malgré le fait qu'il fait 15 degrés Celsius dehors. Et là, c'est quand ça commence à se cumuler, okay, on voit qu'il y en a plusieurs, c'est pas juste digestif finalement, puis c'est souvent en association avec des événements particuliers, le travail, la maison, certaines relations interpersonnelles, etc. Ou bien peut-être que c'est en prospection d'un événement à venir, un déménagement, un changement d'emploi, une transition scolaire au mois de septembre. Mais ce type de symptomatologie-là, on le voit chez beaucoup de gens parce que, bon, change d'année scolaire, c'est stressant, c'est nouveau, c'est imprévisible, etc. Et donc, il y a tous ces signes physiques-là en première partie qui peuvent être analysés. Il y a aussi des signes psychologiques. Okay? Parce que, oui, les hormones de stress sont sécrétées dans notre corps, ça nous donne une panoplie d'effets physiologiques, mais ce qu'il faut savoir avec les hormones de stress, c'est qu'elles remontent aussi au cerveau. Okay? Donc, à chaque fois qu'elles remontent au cerveau, elles vont vraiment changer la façon dont on perçoit le monde. De façon importante, okay? Parce que le principal symptôme des hormones de stress, ça va être de canaliser toute notre attention vers le mammouth. Puis si on y pense d'un point de vue... D'oublier tout le reste, finalement. Ben oui, on a vraiment une vision en tunnel qui fait en sorte que le mammouth, ça devient la chose la plus importante. Ça aussi, c'est évolutif, c'est important. Tu sais, quand le mammouth était vraiment là, un vrai mammouth, là, c'était pas le temps d'aller cueillir des baies. Là. Non, c'est ça, exactement. C'est le temps de chasser le mammouth ou de courir. Exactement. Et donc, aujourd'hui, en 2021, quand les hormones de stress remontent au cerveau, elles mobilisent notre attention vers ce que notre cerveau croit être un mammouth. Okay? Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'on va ruminer constamment cette situation-là qui nous pose problème. Donc, ça peut être un symptôme important de stress, cette rumination-là des événements qui nous stressent ou cette anticipation constante d'un événement à venir qui peut même nous amener à avoir de l'insomnie, finalement. On a de la difficulté à dormir le soir parce que ça tourne. Ben oui, le hamster, là, le fameux hamster qui spin. Le hamster qui part, puis notre cerveau fait ça pour nous aider, là, parce que lui, ce qu'il se dit, c'est « Hey, c'est pas le temps de te distraire, il y a un mammouth. » Trouve une solution, c'est ça qu'il nous dit, finalement. Trouve une solution, exactement. Et donc, nous, on perçoit le stress comme étant un ennemi parce qu'on se dit hey, « ça me donne la diarrhée puis ça m'empêche de dormir. » Mais dites-vous, le cerveau fait ça pour nous aider. Là. Lui, ce qu'il dit, c'est « Trouve une solution. » Puis à partir du moment où on en trouve une solution, les symptômes partent. Okay? Donc, mais c'est un combat en ce sens où il faut le faire de façon
incessante. Ouais. OK? Faut essayer le plus possible de trouver ces fameuses solutions-là à nos stresseurs. Puis, tu sais, t'as ouvert la fenêtre des symptômes psychologiques, si on veut. Le fait que l'énergie remonte au cerveau. Puis, tu sais, cette énergie-là, elle est produite par des hormones de stress. Ces hormones-là qui sont quand même des drogues, entre guillemets, puissantes, qui ont un effet fort sur le cerveau. Souvent, on peut remarquer l'espèce de brouillard dans lequel on va se retrouver, fait que, l'incapacité de se concentrer, de trouver une solution concrète, l'espèce de tu sais, on fige un peu, ou on peut avoir le syndrome de la page blanche, par exemple, si quelqu'un est en train d'écrire dans un examen. On peut avoir de la difficulté avec notre mémoire à se souvenir de choses comme ça. Concrètement, dans le cerveau, là, c'est quoi qui fait que ces voies-là sont bloquées? Pourquoi c'est bloqué comme ça? Ouais. En fait, ce qui remonte au cerveau, ça va vraiment être certaines hormones de stress, principalement le cortisol. Okay? Donc, adrénaline, noradrénaline ne sont pas capables de remonter. Ils ne peuvent pas passer la fameuse barrière hémato-encéphalique qui protège notre cerveau. Le cortisol, lui, il remonte. Puis il va aller rejoindre ce qu'on appelle des récepteurs, qui sont vraiment comme des réceptacles à hormones, finalement. Ouais. L'hormone, quand elle remonte au cerveau, elle va aller voir son récepteur. Ces récepteurs-là ne sont pas partout dans le cerveau. Ils sont dans certains endroits spécifiques qui régulent des fonctions qui sont, elles aussi, très spécifiques. Okay? Donc, par exemple, ça va... L'objectif ici n'étant pas de faire un enseignement spécifique de toutes ces régions-là. Non, c'est ça. Mais c'est juste de rendre ça concret. Ouais, de le comprendre. Oui, exactement. Puis, tantôt, tu parlais de mémoire, par exemple. Il y a une région du cerveau qui s'occupe de consolider tout ce qu'on connaît. Toutes nos mémoires à long terme, ça s'appelle l'hippocampe. Ouais. Puis quand les hormones de stress, notamment le cortisol, remontent à l'hippocampe, jusqu'à une certaine dose, ça rend l'hippocampe plus performant. Okay? Donc, jusqu'à l'atteinte d'un niveau optimal, là, les hormones de stress augmentent notre mémoire. Ça peut nous rendre donc plus performants. Ouais. C'est ça qui fait en sorte qu'à un examen, par exemple, on peut avoir une mémoire amplifiée, une encore meilleure note parce qu'on est un petit peu stressé. T'sais. Ouais. Et donc, le stress, ça a un impact important aussi chez les athlètes. Absolument. Hein, pour athlètes, la performance. La performance physique, etc. Parce qu'ils sont plus concentrés, premièrement. Deuxièmement, puisqu'ils ont plus d'adrénaline, mais ça donne une meilleure forme physique, etc. Donc, je reviens à mon hippocampe. Quand le cortisol active l'hippocampe à petite dose, on est plus performant, on a une meilleure mémoire, jusqu'à un certain point de coupure. Okay? C'est vraiment une courbe en U inversée, où là, quand il y a trop de récepteurs qui sont activés, là l'hippocampe commence à être surchargé de cortisol. Là, l'association change de bord, là, la mémoire diminue, on devient moins créatif pour trouver des solutions. Là, on est pris dans notre tunnel, là, on a une pensée qui est très rigide. Là, on commence à être découragé, l'humeur devient plus négative. Et donc, tu vois comment le fait que les hormones de stress accèdent au cerveau, ça peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi là, au point de vue performance et santé mentale. Encore une fois, selon le dosage dans lequel on est... affecté par ça. Exactement. Fait que c'est pour ça que je disais tantôt, l'objectif, c'est pas d'éliminer le stress de notre vie, on en a besoin. On en a besoin autant au niveau de la performance que pour rester en vie. Là. Donc, on a besoin de ces hormones-là. Puis, jusqu'à un certain point, en fait, on a l'impression que, je reprends, plus on est stressé, plus on va avoir de détresse. Mais c'est pas le cas. Jusqu'à un certain point, les hormones de stress font juste en sorte qu'on est plus éveillé, on est plus concentré. Puis là, je parle pas juste du travail, là, on est plus concentré aussi pour nos proches, dans notre vie dans la vie en général. On est plus concentré pour lire notre petit livre là, le samedi matin. Donc, ça nous rend plus fonctionnels jusqu'à un certain point, mais il y a un point de cassure où là, on a des effets négatifs. Exactement. Puis, il y a un lien aussi avec la capacité à gérer l'émotion justement dans ce point de non-retour-là. Il y a probablement des structures dans le cerveau qui gèrent cette émotivité-là, puis comment ça fonctionne quand on déborde, justement. Oui. Donc, il y a 2 régions du cerveau qui vont réguler principalement les émotions. Je simplifie ça, c'est sûr qu'il y en a plus, mais il y a les 2 régions principales. La première, c'est ce qu'on appelle l'amygdale, qui n'est pas celle qu'on a dans la gorge, celle qu'on a dans le cerveau. Puis, ces amygdales-là, c'est 2 petits noyaux au centre du cerveau qui ont un rôle incroyable qui est de détecter tous les mammouths. Okay? Et donc, si je ramène au temps des hommes des cavernes, mon homme des cavernes avait besoin de son amygdale dans le cerveau pour détecter où est le mammouth dans l'environnement. Quand l'amygdale détecte le mammouth, on sécrète des hormones de stress, ces hormones-là remontent au cerveau, vont rejoindre l'amygdale et vont faire en sorte que cette région-là va devenir très sensible au mammouth. Okay? Donc, on devient un petit peu plus stressé temporairement. Puis ce phénomène-là aussi advient pour nous aider en ce sens où les mammouths venaient en gang. Ah ouais, Et donc, quand on en croise un,
quand on en croisait un, il fallait être un petit peu plus sensible au cas où son ami soit pas loin derrière. C'est ça, Okay? Donc, il y a des chances que le troupeau soit là. Il y a des chances que le troupeau débarque, c'est pas le temps de relaxer. Là. C'est pas parce que t'en as combattu un qu'il y en a plus. Et donc, temporairement, les hormones de stress rendent notre amygdale un petit peu plus à l'affût. Ce qui fait en sorte qu'au quotidien, quand on a une journée stressante, on cherche le trouble. Okay? C'est ça qui fait en sorte que, par exemple, bon, on a une journée, je te donne un exemple où on a une journée zen. Okay? Bon, t'as passé la journée avec tes amis, ça va super bien. Tu rentres à la maison le soir, c'est le bordel. Okay? C'est le bordel, ça n'a aucun bon sens. Puis là, tu te dis, chérie, je gère. Okay? Parce que t'es relax, y'a pas de problème. Puis là, bon, je m'en occupe, tout va bien. C'est ça, tout va bien aller. Le lendemain, t'as une journée super stressante, t'es coincé dans le trafic en revenant, tu te fais couper par quelqu'un, ça va pas du tout. Okay? T'as eu des mauvaises nouvelles par-dessus des mauvaises nouvelles, ce genre de journée-là. Ton cerveau est bourré d'hormones de stress, l'amygdale est hyper sensible, puis là, il cherche le mammouth. Là. Okay? Parce qu'il se dit, tu vis dans un monde dangereux, je vais t'aider. Là. Okay? On va aller chercher les mammouths. Bien entendu, ça fait en sorte qu'il fait plus d'erreurs, okay? Parce qu'il est tellement sensible que là, il peut détecter certaines situations neutres comme étant stressantes. Et donc, même scénario que la veille, tu rentres à la maison le soir, tout est correct, mais il y a une cuillère dans le fond du lavabo. Puis là, ça passe pas. On va se faire un horaire de ménage parce que là, j'ai-tu l'air de quelqu'un qui a le temps de gérer la vaisselle? Puis là, ça déborde. Ce phénomène-là advient parce qu'il y a vraiment un cercle vicieux au niveau des hormones de stress qui fait en sorte qu'à un certain moment, on n'est plus capable de distinguer ce qui est menaçant de ce qui ne l'est pas. Okay? On est bourré d'hormones de stress et donc, ça peut amener des réactions émotionnelles exacerbées comme des colères spontanées, de la labilité émotionnelle. Il y a des gens chez qui ça va se manifester plutôt en colère. Il y a des gens chez qui ça va se manifester en tristesse. Exact. Les larmes, l'impatience, l'irritabilité, etc. C'est vraiment l'amygdale qui va générer ces émotions négatives-là. Il y a une autre région du cerveau qui est là pour calmer l'amygdale, qui est là pour faire ce qu'on appelle la régulation émotionnelle, c'est le lobe frontal. D'ailleurs, c'est la dernière région du cerveau à se développer chez l'enfant. Okay? Et donc, c'est la raison pour laquelle les enfants, à prime abord, ont plus de difficultés à gérer l'émotion ou tout à fait, réguler plutôt. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour une petite situation qui nous semble anodine, ben pour eux, ça peut être la peste du monde, la crise de béquille, etc. C'est parce qu'ils n'ont pas ce fameux encore lobe frontal. C'était pas une vraie phrase. Ils n'ont pas encore cette région-là qui est le lobe frontal pour les aider à réguler leurs émotions. Quand on est stressé, on est comme un enfant. Notre lobe frontal est inhibé. Les hormones de stress vont vraiment venir diminuer l'activité de cette région cérébrale-là, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile de réguler nos émotions. Okay? Donc, non seulement on détecte des mammouths qui sont pas vraiment là, mais en plus de ça, on n'est pas capable de venir se réguler rapidement puis adéquatement. D'où l'importance, oui, de négocier son stress au quotidien, etc., mais d'avoir une petite boîte à outils, d'outils qui fonctionnent vite, qui vont permettre de diminuer les hormones de stress rapidement, même si ça dure pas longtemps. Longtemps, c'est correct, exactement. Puis d'avoir vraiment ces petites stratégies-là pour être capable de se réguler dans le moment, puis de permettre aux hormones de stress d'accéder un petit peu moins au cerveau. Oui, absolument. Puis on va y revenir tantôt sur les différents outils qui fonctionnent bien pour la gestion du stress. En lien avec le lobe frontal, là, on peut le voir un peu comme un calmant de toute cette réaction-là, si on veut, ou d'être capable de dissocier qu'est-ce qui est exagéré de qu'est-ce qui est réel, puis un peu dans la rationalité, si on veut. C'est un peu notre gauge de rationalité de la situation? C'est une bonne question. En fait, le lobe frontal, il y a plusieurs fonctions. L'une est de réguler l'activité de l'amygdale puis de venir diminuer les émotions négatives. Puis il y a aussi deux autres fonctions qui, elles aussi, vont être très altérées quand on est particulièrement stressé. Et la première, c'est notre attention sélective. C'est le lobe frontal qui nous permet de canaliser notre attention vers ce qu'on considère important. Okay? Donc, tu es concentré au travail, c'est ton frontal qui va te permettre de te concentrer. Tu écoutes une conversation, c'est ton frontal qui te permet de se faire. Et d'ailleurs, chez les individus qui souffrent d'un déficit de l'attention, c'est exactement ça que j'allais demander. Oui, on voit une connectivité, un lobe frontal finalement qui fonctionne un petit peu moins bien. C'est ça, exactement. Quand on est stressé, toute notre attention est mobilisée vers le mammouth. Et donc, notre frontal fonctionne beaucoup moins bien. Il nous permet moins de nous concentrer sur tout ce qui est neutre, puis ce qu'on voudrait tant qu'il soit particulièrement important, ce qui fait en sorte qu'on peut voir des diminutions de performance assez importantes au niveau du travail puis à l'école. On parle d'un 30 à 40% de diminution de performance chez certaines personnes. Et donc, si on se projette au milieu scolaire, par exemple, un enfant qui est très stressé peut être en situation d'échec.
puis tu viens réguler le stress ou l'anxiété chez cet enfant-là, puis il passe à un succès, là. Tu sais, 40%, c'est beaucoup. C'est immense, là. ouais. Ouais, exactement. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui se font diagnostiquer à tort un trouble de l'apprentissage, alors que c'est du stress au milieu familial ou à l'école. Ça peut être difficile de démêler tout ça, justement. D'où l'importance d'avoir des professionnels de la santé qui sont outillés pour faire le dépistage puis démêler qu'est-ce qui est quoi. Vraiment, c'est un beau casse-tête. C'est un beau casse-tête même quand on travaille dans ce milieu-là, de vraiment venir départager, bon, ça, c'est-tu un TDA, un trouble déficitaire de l'attention, c'est-tu de l'anxiété, c'est-tu un stress exacerbé, c'est-tu... Donc, c'est-tu la famille qui présente un niveau de stress exacerbé qui vient comme contaminer un peu l'enfant? Bref, l'attention est largement affectée par les hormones de stress. Et une autre fonction du frontal qui est particulièrement affectée, c'est ce qu'on appelle la mémoire prospective. C'est-à-dire notre capacité à se projeter dans l'avenir. À se dire, bon, mais la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Dans 1 mois, mes examens finaux sont terminés, je suis en vacances. Donc, ces fonctions-là sont beaucoup moins actives quand on est stressé, ce qui fait en sorte qu'on se sent comme un petit peu pris dans le ici et maintenant. On a l'impression que ça finira pas, là. Difficulté peut-être même à planifier, à organiser des trucs en vue du futur. Définitivement. Difficulté à s'asseoir puis à faire ce qu'on appelle une to-do list, là, à vraiment s'organiser. Et donc, voici un autre élément qui fait en sorte que le stress peut largement impacter notre performance au quotidien. Tout ça, toutes ces fonctions-là du lobe frontal peuvent être affectées dans le cas où on a un stress excessif qui dépasse justement ce point de non-retour qu'on disait. Tout à fait. C'est quoi les... dans les années et les années de recherche sur le stress, ils ont été capables d'identifier des facteurs qui prédisposent à déclencher un stress. Il y en a 4, si je ne me trompe pas. Il y a 4. Puis, malgré toutes les tentatives, vous ne semblez pas être capable d'en identifier plus que 4. Fait que, qu'est-ce que c'est ces facteurs-là? Puis, ce serait quoi des exemples concrets en lien avec le déclencheur d'un stresseur? Oui. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il existe 2 types de stresseurs. Tu as les stresseurs absolus, qui est un vrai mammouth, une voiture qui arrive à toute vitesse, quelqu'un qui pointe une arme sur notre nez, etc. Puis le système de stress après ma barre, on pense qu'il a été mis sur pied d'un point de vue évolutif pour vaincre ces stresseurs-là, qui nécessitent vraiment une large dose d'énergie. Une intervention ou quelque chose. Ouais. Ceci dit, on en croise très peu souvent. Hein? C'est quand la dernière fois que quelqu'un a pointé une arme sous ton nez, c'est peut-être jamais arrivé. J'ose espérer que ça n'arrive pas souvent aux gens. Oui, exactement. Donc, c'est rare qu'on fait face à ce type de stresseur-là. On est chanceux. Hein? On ne vit pas en temps de guerre. On est relativement en sécurité. Donc, on vit très peu ce type de situation-là. Pourtant, on est stressé, comme on le disait un petit peu plus tôt, 12 de fois par jour. Là. Ouais. Et donc, le cerveau perçoit des mammouths dans des situations qui ne minent pas réellement notre survie. C'est ce qu'on appelle des stresseurs relatifs. C'est-à-dire que ça nécessite notre interprétation de la situation. Et comme tu le disais, à peu près n'importe quoi peut nous stresser, là. Mais ça contient minimalement une de ces 4 caractéristiques-là qui ont été déterminées comme étant à prédisposer l'activation du système de stress. La première, c'est le contrôle faible. À chaque fois qu'on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle sur une situation, on va sécréter des hormones de stress. Ça peut être, par exemple, il y a une fissure dans la fondation de ta maison. Là, okay? Ouais. C'est pas toi qui l'as mis là. Okay? C'est arrivé comme ça. Tu vas sécréter des hormones de stress. On coupe ton poste. Ouais. Okay? Tu perds ton emploi. T'as un enfant qui est malade, okay? Donc c'est pas sous ton contrôle. Dans ce type de situation-là, on va être particulièrement stressé. Donc, le contrôle faible. Deuxième caractéristique, l'imprévisibilité. Tu te réveilles un matin, ta voiture ne fonctionne plus, tu vas être en retard à un rendez-vous. C'est hautement imprévisible. Ça va mener à la sécrétion d'hormones de stress. Puis ça peut être des situations qui sont plutôt anodines, hein, comme ta belle-mère se pointe pour souper. Ouais. Tu ne l'attendais pas. Dépendamment de la relation avec la belle-mère. Mais même, des fois, tu peux avoir une super bonne relation avec quelqu'un. C'est juste le fait que c'est imprévisible. C'est impromptu, on sécrète des hormones de stress, puis il y a des gens qui sont très sensibles à ça, plus que d'autres. Okay? Donc, fait qu'il y a des gens qui vont être sensibles plus à un des facteurs dépendamment. Oui, voilà, à un ou deux des facteurs. Ouais. Donc, il y a l'imprévisibilité, la nouveauté, okay? Donc toute situation à laquelle on n'a jamais fait face auparavant. Donc, commencer un nouveau programme à l'école, un nouvel emploi, une nouvelle relation interpersonnelle, déménager, avoir justement un bébé. Hein, La première fois de X, Y, Z. Exactement. Première fois que ton char, il casse, première fois que... Oui, etc. Vraiment. D'où la raison pour laquelle la pandémie,
pour plusieurs d'entre nous, on a vu une certaine diminution des hormones de stress au fur et à mesure que l'année avançait, parce que c'était moins nouveau. Ouais. Hein, on était plus habitué de porter un masque, de faire une file pour aller à l'épicerie, d'avoir des conversations par visioconférence, etc. On était tannés quand même, là, mais la situation, étant donné qu'elle est moins nouvelle, le cerveau panique moins. Okay? Parce qu'il y a certains repères qui se sont développés. D'où la raison pour laquelle, tantôt, on va parler de certaines techniques pour réguler notre stress. Puisque la nouveauté est un facteur de stress, parfois, il faut juste attendre. Ouais, c'est ça. Attendre de s'adapter, de trouver des repères, puis la réponse de stress, ça va diminuer d'elle-même. Tu sais, c'est la même chose qu'on voit au début d'année scolaire, là, quand les enfants commencent l'école. Au début, ils sont super stressés parce que c'est un nouveau local, nouvelle prof, nouveaux amis, etc. Après 2-3 semaines, là, on connaît le local, on connaît le prof, on connaît les amis, la routine. La réponse de stress va diminuer d'elle-même. Exact. Il y a une adaptation aussi. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est ça qui vient forger la résilience du cerveau. Là. Il faut s'exposer à ces nouvelles situations-là. Ça fait juste nous aider. Là. Et donc, la nouveauté va activer le système de stress, même quand c'est des situations qui sont positives. Okay? Depuis tantôt, on donne des exemples. Je veux dire, un mariage, c'est le fun, un bébé aussi. Puis pourtant, on va être particulièrement stressé parce que le cerveau, lui, ce qu'il se dit, c'est « Ouais, ça a l'air bien le fun. » Mais moi, je ne sais pas s'il n'y a pas un mammouth dans cette situation-là. Ouais, j'y ai jamais fait face. Et quatrième et dernière caractéristique, c'est l'ego menacé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nos compétences sont remises en doute, que notre valeur personnelle est évaluée, que notre personnalité est menacée, on va sécréter des hormones de stress. Et donc, toute situation d'évaluation, s'exposer sur les médias sociaux, avoir un conflit interpersonnel avec quelqu'un, hein, pas se sentir compétent à quelconque niveau. Fait que ça peut parler en public, donner des conférences, des choses comme ça. Oui, exactement. Pour certaines personnes, ça peut être particulièrement stressant. Ou même pour quelqu'un, un même individu, ça peut être super stressant, mais il y a une adaptation qui se crée. Et donc, pour quelqu'un, s'exposer, par exemple, en public, justement, donner une conférence, ça va être super stressant. Mais là, la 40e fois, ça ne l'est plus. Là, okay? Parce que l'ego se sent moins menacé, c'est moins nouveau. On a des repères, ce qui fait en sorte qu'on a l'impression d'avoir plus de contrôle sur la situation. Et donc, oui, toutes ces situations d'évaluation-là peuvent être particulièrement problématiques. Ceci dit, encore une fois, il y a des différences individuelles importantes. Et donc, en général, ce que la recherche démontre, c'est qu'on est tous plus sensibles à une ou deux des caractéristiques de ce qu'on appelle le ciné pour contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté et ego menacé. Et donc, pour réguler son stress, se connaître, c'est vraiment la clé. Savoir c'est quoi nos déclencheurs les plus importants et savoir après ça, quand on va en parler tantôt, nos solutions qui fonctionnent le plus. Exact. Dans la première caractéristique, tu as parlé de contrôle faible. Le mot sur lequel j'ai accroché, c'est la perception de contrôle faible. Parce que des fois, puis cette perception-là, c'est une perception qui est subjective. Donc, dans la même situation, une personne peut percevoir un énorme contrôle et d'autres un contrôle très faible. Comment on explique, parce que je vois des parallèles avec la douleur. Tu sais. La douleur, c'est une impression de danger réel ou potentiel. Tu sais. C'est comme un danger qui est soit réellement présent ou potentiellement là, un peu comme dans ce que tu as décrit des stresseurs relatifs, tu sais, ça va être dépendant de chaque personne. C'est quoi le rôle justement de cette perception-là ou de cette impression-là de perte de contrôle? Écoute, je vais te donner un exemple. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis chez des parents qui ont un enfant qui souffre d'une maladie incurable. Okay? Donc, aucun contrôle sur la situation. C'est aussi hautement imprévisible, comment est-ce que ça va se lever, etc. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'un facteur important pour diminuer le stress biologique et subjectif de ces parents-là, c'est d'aller chercher de l'information sur la maladie de l'enfant. Et donc, les parents qui s'outillent puis qui essayent de trouver comment ça fonctionne, cette pathologie-là, puis c'est quoi les marqueurs, comment on peut évaluer l'évolution, c'est quoi les traitements possibles pour diminuer la douleur, l'inconfort, etc. Donc, les parents qui vont s'outiller voient une diminution significative de leurs hormones de stress qui est expliquée par une augmentation du contrôle perçu. Hein, quand on comprend le phénomène, ça nous donne beaucoup de pouvoir pour avoir l'impression d'avoir du contrôle sur le phénomène. Pourtant, on n'a pas plus de contrôle sur la maladie dans les deux cas. Là, hein, qu'on sache comment ça marche ou pas, le contrôle objectif est inchangé, mais c'est l'impression d'avoir le contrôle qui est augmenté. Puis c'est quelque chose qu'on fait relativement spontanément. Hein? Tu sais, quand la pandémie, encore une fois, j'utiliserai pas cet exemple-là
à tout casser parce qu'on est tanné d'en parler. Mais c'est quand même très actuel. Mais Fait que les gens comprennent. C'est d'actualité. Les gens qui allaient beaucoup lire sur le virus, qui essayaient de comprendre comment ça fonctionne, etc., voyaient un contrôle augmenté sur la situation. Oui, puis c'est logique. Hein? Quand on comprend la bête, on a plus de facilité à venir la négocier. Même chose pour le stress. Oui. Ben, l'information, c'est très puissant. Le savoir, là, knowledge is power. Là, le fait de comprendre comment quelque chose fonctionne, puis le parallèle que moi, je vois dans ma pratique, c'est que quand les gens consultent pour une blessure ou une douleur, si on leur nomme qu'est-ce que c'est, on leur explique, puis on leur donne surtout des trucs. Quand tu as mal, tu fais ça. Ils vont reprendre le contrôle sur la douleur. Ouais. Puis ça va diminuer l'anxiété, le stress en lien avec leur blessure de façon significative. Puis souvent, juste ça, c'est assez pour débuter une phase de guérison vraiment impressionnante. Ah ouais, c'est cool. Ah, c'est cool. J'aime ça, les parallèles comme ça, interdisciplinaires. Ouais, exact. Ben, en fait, moi, j'ai toujours dit, mon outil le plus important, comme physio, c'est l'éducation. Il n'y a aucun autre outil. Mettons, si tu me dis, là, il y a tu dois choisir un seul outil pour le restant de ta pratique comme physio, je choisis l'éducation, la réassurance. Tu sais, je rentre ça dans la même chose. Parce que le nombre de fois que j'ai vu quelqu'un consulter pour une douleur avec un état de stress élevé, un état, puis tu sais, ça se voit dans les yeux, hein, l'espèce de panique, de détresse, exactement. Le nombre de fois que j'ai vu quelqu'un rentrer avec ça, même pas faire d'intervention de traitement en tant que tel manuel, tu sais, juste d'expliquer le problème, donner un diagnostic concret, réel, qu'ils comprennent, leur expliquer qu'est-ce que c'est, combien de temps ça va prendre, puis leur dire quoi faire exactement pour aller mieux. Je les revois une semaine plus tard, puis des fois, c'est 50, 75, 80% mieux, puis je les ai pas touchés, là. Ah, fait que c'est vraiment fascinant, l'espèce de régulation sur notre douleur qu'on peut avoir, de la même façon qu'on peut réguler notre stress, simplement dans la perception qu'on a de la situation. Puis ça, c'est quelque chose que tu vas faire en amont. Absolument. Dès qu'un patient ou un client se présente dans ton bureau, tu expliques la situation en premier lieu, peu importe cette détresse-là que tu peux palper. Ouais. Ben, numéro 1, en fait, une des choses importantes que je demande tout le temps dans l'évaluation, c'est les attentes de la première séance. Mm-hmm. Fait que, puis des fois, les gens mêlent un peu attentes et objectifs. Fait que la première réponse, ils vont me dire « Ah, mais je veux avoir moins mal. » Mm-hmm. Mais moi, je leur demande « Oui, évidemment, mais aujourd'hui, là, s'il y a 2-3 trucs qui sont les plus importants pour toi, c'est quoi? Ah, ben je veux savoir qu'est-ce que j'ai. » Ils vont dire ça. Ils vont dire « Ah, j'aimerais ça avoir des conseils, des trucs. » Puis 2-3 exercices. Fait que dans... C'est la même chose que la psychothérapie. Ouais, ben c'est ça. Gestion des attentes. Oui. Fait que dans la définition des attentes, il me vulgarise en d'autres mots. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, dis-moi qu'est-ce que c'est. Tu comprends? Et donc, d'emblée, souvent, j'ai même pas besoin de demander s'ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils ont. Ils vont me le demander. Fait que l'explication du diagnostic, oui, va tout le temps être là. Puis là, dépendamment de chaque personne, il y en a pour qui il faut élaborer un peu plus précisément. Il y a des cerveaux très cartésiens, très très techniques, très imagés. Ils veulent voir la structure. Fait que là, on sort un livre d'anatomie, on leur montre, voici exactement qu'est-ce qui se passe. Mais ça, j'imagine que chez les anxieux aussi, ça doit ressortir. Oui, absolument. Et après ça, souvent, ce qu'ils veulent savoir, c'est si c'est grave. T'sais, est-ce que c'est grave? Combien de temps ça va prendre? Je vais-tu pouvoir jouer au soccer samedi? T'sais, c'est le genre la sévérité. Exactement. Fait que quand on leur explique tout ça, déjà, là, moi, je vois les épaules qui relâchent. Mais le vois-tu, le ciné? C'est vraiment ça. Ben, exactement. Ouais, notre Parce acronyme. Parce que tu rends ça aussi plus prévisible et donc moins... Exact. C'est moins imprévisible parce que l'imprévisibilité, tu sais, tantôt, j'en ai défini la moitié finalement. Là, il arrive quelque chose d'impromptu puis t'es comme... Mais l'imprévisibilité, c'est aussi quand t'as une situation entre les mains puis t'es pas capable d'en prévoir l'issue. Exactement. Et donc là, t'as une douleur... qui mine ton fonctionnement, tu veux en prévoir l'issue. Quand est-ce que ça va arrêter? Quelle va être l'amplitude de cette douleur-là demain matin et après-demain? Et donc, j'imagine qu'en rendant la situation plus prévisible dans le temps, même si tu dis à quelqu'un, t'en as pour 3 ans de réhabilitation, s'ils savent, c'est moins pire. Exactement. C'est prévisible. Ouais. Puis même souvent, je donne un pronostic qui peut être long quand j'estime que c'est ça. Puis ils sont comme « Ah, OK, c'est logique. Je m'attendais à ça. » tu sais. Puis je vais donner un exemple concret là, en lien avec l'imprévisibilité. Tout le monde, ben pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui ont déjà vécu un épisode de barré dans le bas du dos. On se lève ou on s'est penché, on se relève, puis pouf, on est barré. J'ai un chum de même en ce moment. Là, bon, voilà. Barré, de la physio? Il est allé voir une ostéo cette semaine. Faut-tu que je lui suggère la physio? Faut qu'il aille en physio. OK, faut qu'il aille en physio. Bref. Fait que ces gens-là, souvent, là, la plainte principale, tout le monde va se reconnaître. S'ils ont déjà vécu ça, ils vont se reconnaître. Ils s'assoient sur le divan, puis quand ils se relèvent, pouf, douleur.
se relever du divan ou se relever d'une chaise ou se relever de la voiture, ils sont comme penchés par en avant, barrés, pas capables de se redresser. Puis là, ils font 4, 5, 6, 8 pas, puis là, ils sont comme un peu mieux. Ça, c'est le symptôme le plus classique de ce qu'on appelle les douleurs discales ou quand on barre dans le bas du dos. Bien, ces gens-là, ils peuvent s'asseoir dans une position précise qui va faire en sorte qu'ils vont être moins raides quand ils vont se relever. Donc, s'ils comprennent que c'est de la façon qu'ils sont assis en ce moment, temporairement, qui amène leur douleur quand ils se relèvent, bien là, on leur dit, voici comment t'asseoir. Là, ils retournent chez eux, ils s'assoient de cette façon-là. Puis quand ils se relèvent, waouh, sont peut-être pas parfaits, mais sont beaucoup mieux. Fait que là, ils sont capables de reprendre un certain contrôle. Fait qu'on a la perception de contrôle. Avant, c'était imprévisible parce que tu te lèves du sofa puis paf, tu barres dans le dos. Là, c'est plus prévisible. Tu es capable de savoir quoi faire. Puis après ça, ben, il y a différents types d'exercices auxquels ces personnes-là répondent très bien. Puis ils reprennent encore plus le contrôle parce que quand ils ont la douleur, ils savent quoi faire pour la diminuer. Quel outil exactement. Ouais. Fait que c'est ça, le parallèle avec l'acronyme CINE, il est clairement là dans ma pratique. Là. Ouais. Ah non, c'est intéressant. Puis tu sais, je me dis, le stress, oui, on en ressent au travail. Là. C'est comme notre exemple classique là, de se dire « Oh, je suis tombée stressée au travail ». La majorité des gens se disent d'ailleurs stressés dans leur milieu de travail. On est stressé dans bien des choses. Ouais. On a dit dans bien des milieux. Puis ces techniques-là, donc comprendre son ciné, on peut le faire à toutes les sauces. Là. Ouais. Tu sais, dans plusieurs domaines, oui, dans notre douleur, mais aussi dans la façon dont on organise notre quotidien. Tu sais, si on sait qu'on est particulièrement sensible à l'imprévisibilité, bien, avoir un agenda, ça peut largement diminuer notre stress. Avoir des listes de tâches préétablies, essayer d'organiser son environnement, tout ça, ça peut être des trucs hyper faciles à adopter au quotidien puis qui diminuent largement l'imprévisibilité qu'on peut vivre. Là. Absolument. C'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété? Oui, c'est la question la plus qui brûle les lèvres de tous. Oui, c'est deux termes qu'on a tendance à utiliser de façon interchangeable. Je suis stressée, je suis anxieux, non bien stressée, non bien anxieuse. Je suis anxieux, je fais de l'anxiété, je suis stressée. Oui, exactement. Donc, c'est deux choses totalement différentes, mais très largement, intimement liées, bien entendu. Le stress, c'est une réponse biologique. Okay? Fait que stress égale hormone de stress, c'est la mobilisation d'énergie qu'on ressent ici et maintenant. Okay? Donc, pour dire « je suis stressé », il faut que le mammouth soit devant nous, pas dans notre tête. Il est devant nous, on est en train de faire un examen, on est en train de faire une entrevue d'emploi, on vient de barrer du dos. Okay? Ça, c'est du stress. Il y a une situation ici qui nécessite de l'énergie, on sécrète des hormones de stress, mais dès que la situation est terminée, on cesse. L'examen est terminé, j'arrête de sécréter des hormones. Ça, c'est du stress. L'anxiété, c'est quand le mammouth est dans notre tête. Il n'est pas sous nos yeux. On anticipe la menace. Okay? Donc, j'ai un examen demain, je sécrète des hormones de stress, c'est de l'anxiété. Ouais. Bien entendu, il y a un degré, il y a un continuum d'anxiété en ce sens où à peu près 100% des gens entre nous, si on vit un événement stressant demain, on va l'anticiper. Okay? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un état anxieux. 100% de la population en ressent une fois de temps en temps, puis c'est correct. Là. Le mammouth, il fallait l'anticiper à l'avance. Là. Il fallait se dire « Hey, je suis déjà passé entre cette roche-là puis cet arbre-là, puis il y avait un gros mammouth. » Ouais, c'est ça, exact, c'est ça. Je vois la roche, je vais sécréter des hormones de stress sans être sûr à 100% que le mammouth est là. C'est un état anxieux, c'est passager, ça provoque pas de détresse significative, ça altère pas notre fonctionnement, il n'y a pas de problème, on continue notre quotidien puis on n'a pas besoin d'un activant. Là. Okay, tout va bien. Il y a des gens qui sont une coche un petit peu plus loin, qui ont ce qu'on appelle un trait de personnalité anxieux. Environ 30% de la population canadienne score à un certain degré sur la personnalité anxieuse. C'est des gens qui vont avoir cette propension-là, donc cette tendance-là à anticiper à l'avance. Okay? Donc, c'est des gens qui sont plus vigilants, qui font en sorte qu'ils vont détecter les mammouths beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas ce trait de personnalité-là, mais qui, en contrepartie, va faire plus d'erreurs. Okay? Donc, va sécréter des hormones de stress plus souvent que la personne qui n'est pas anxieuse à tort. Donc, ils vont plus souvent voir de mammouths potentiels sur un ratio de mammouths réels présents. Là. Exactement. Donc, par exemple, il y a un feu qui se déclenche dans un établissement, la personne anxieuse va sentir la boucane bien avant celle qui est non anxieuse. Et donc, il y a un avantage de survie important là, au niveau évolutif, parce que cette personne-là va partir avant l'autre. Par contre, il y a des chances qu'elle parte, mais finalement, c'est le toaster. Là. C'est ça. Donc, elle fait plus d'erreurs. Mais le trait de personnalité anxieux n'est pas une pathologie. C'est-à-dire que c'est un cerveau qui est programmé pour être un petit peu plus vigilant. Il y a une portion génétique à ça. Il y a aussi une
large portion d'apprentissage. Ouais. C'est-à-dire que si tu évolues auprès de parents qui ont un trait de personnalité anxieux, il y a plus de chances que cet enfant-là apprenne par observation que le monde, ben c'est peut-être dangereux finalement. Fait que je vais être un petit peu plus vigilant. Mais ça, c'est un trait de personnalité. Ouais. Et un petit peu plus loin dans mon continuum, il y a des gens qui souffrent d'une psychopathologie anxieuse. Puis ça, il y en a plusieurs types. On peut parler d'anxiété généralisée. Ouais. Fait que tout ce qui est la catégorie des troubles anxieux. Exactement. Diagnosticables, qui vont nécessiter à ce moment-là un traitement. C'est bien souvent une psychothérapie qui est parfois jumelée avec la médication. Ouais. On peut parler, par exemple, d'antidépresseurs qui vont être pris, qui sont très efficaces pour réguler certaines formes d'anxiété de nature clinique, ou on peut parler aussi de médications qui vont être prises en cas de crise, par exemple en cas d'attaque de panique, là, qu'on appelle l'Ativan, classique, qui vont être là pour vraiment calmer la réponse exacerbée de stress qui est là à tort. Ouais. Le cœur qui palpite, l'impression qu'on va mourir, etc. Cette réponse-là n'est pas adaptative, on veut pouvoir la calmer plus rapidement. Fait que la question qu'il faut se poser pour savoir si on est anxieux, dans un premier temps, c'est est-ce que j'anticipe plus souvent qu'autrement? Si la réponse c'est oui, donc j'ai peur d'avoir peur dans la vie. Ouais. En général, si la réponse c'est oui, bon, il y a potentiel qu'il y ait de l'anxiété ici. Puis là, si on se pose la question, est-ce que c'est juste un trait de personnalité qui est encore sain ou est-ce que je suspecte que je souffre peut-être d'une psychopathologie? Il y a 2 questions à se poser. La première, est-ce que je ressens une détresse qui est significative la majorité de la journée? Là? Est-ce que je ressens cette détresse-là plus souvent qu'autrement? Si la réponse c'est oui, on se pose une deuxième question qui est est-ce que mon fonctionnement est altéré? Ça a un impact fonctionnel. Exact. Est-ce que j'ai de la difficulté à accomplir mes tâches quotidiennes? Est-ce que j'ai de la difficulté à avoir des interactions sociales, à travailler? Donc, est-ce qu'il y a minimalement une sphère dans ma vie qui est affectée? Si la réponse c'est oui, là, l'objectif c'est vraiment d'aller consulter un professionnel de la santé. Que ce soit un médecin de famille, psychologue, je sais que tout ça se fait rare. L'accessibilité à tout ça se fait rare. Mais si, par exemple, vous pensez souffrir d'un trouble anxieux, puis là, on se dit, bon, il faut jouer un psychologue. Puis là, on appelle. Puis là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de listes d'attente. Prière de se mettre sur la liste d'attente. C'est de se dire, je vais m'inscrire comme ça, tu sais, même si c'est juste dans 6 mois, au moins, je vais avoir accès à quelqu'un dans 6 mois, là, qui va pouvoir poser vraiment un diagnostic à cet effet-là. Même chose pour un médecin de famille, de se mettre sur la liste d'attente. Exactement. On voit la liste d'attente, ça dit 280 jours. Ben, ça va être 280 jours plus le nombre de jours que tu attends si tu le fais pas tout de suite. J'adore ça. Fait que, exactement. Oui, tout à fait. Fait que se mettre sur des listes d'attente. Parce que là, tu sais, tantôt, on va parler de trucs pour réguler le stress. Ces trucs-là fonctionnent à merveille, mais n'élimineront pas l'anxiété. Là. Gestion court terme, si on veut, du stress? Ben oui, ou d'un stress qui est sain. Une gestion à long terme, mais d'un stress qui est bien régulé ou qui a un potentiel d'être régulé. Tandis qu'il faut se dire que l'anxiété, là, d'un point de vue neurobiologique, c'est un amygdale qui fonctionne dans le tapis. Donc, on aura beau essayer de réguler son ciné, l'amygdale fonctionne dans le tapis, c'est biologique. Donc, il faut trouver des solutions pour l'amener à se réguler, que ce soit via la médication ou la psychothérapie, qui fonctionne très bien. Puis, tu sais, on dirait juste de l'expliquer comme ça, de comprendre qu'il y a des structures dans notre cerveau qui créent des hormones réelles qui existent. Tu sais, c'est biologique, comme tu le disais, c'est chimique, ça se promène dans notre corps. Ça rend les choses plus concrètes parce que, tu sais, la grande sphère de la maladie mentale, c'est tout le temps stigmatisé, c'est plein de tabous, c'est tout le temps, entre guillemets, dans la tête, tu sais, mais c'est quelque chose de très concret qui se passe. Puis c'est pour ça que les médicaments agissent sur des molécules concrètement, agissent sur des récepteurs concrètement, tu sais. Il y a un aspect très, très, très physique à tout ce qui est psychologique, justement. C'est mesurable. Votre travail, c'est ça, justement, de mesurer ça. Tout à fait. Tu sais, ce qu'on sait, c'est que la prise de certains antidépresseurs va être efficace pour diminuer l'anxiété, tu sais, cette espèce d'hypervigilance-là qui peut être ressentie au quotidien. Puis c'est tellement mécanique comme action, là. La prise d'antidépresseurs, principalement, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, là, qui est comme la catégorie de molécules qui est la plus fréquemment prescrite quand on parle d'antidépresseurs, ce qu'elle va faire, là, c'est calmer l'activité de l'amygdale. Elle va faire en sorte qu'il y a certains neurotransmetteurs qui vont être relâchés vers l'amygdale qui ont un pouvoir de l'inhiber. Et donc, cette amygdale-là qui est programmée pour fonctionner dans le tapis, ben, lorsque prise de cette médication-là, quand elle est nécessaire, ça va venir calmer l'activité de l'amygdale, ce qui fait en sorte que toutes les mammouths qu'on interprète à tort comme étant des mammouths, finalement, c'était pas un vrai mammouth, la cuillère, là, ben, ceux-là, on va moins les percevoir. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'une personne anxieuse, ben, la prise de médication ou
la psychothérapie peut avoir un effet très similaire, voire supérieur là, dans certains Ouais, tout cas, à fait. va venir calmer l'activité de l'amygdale. Puis une autre forme de thérapie qui est merveilleuse pour calmer l'anxiété, surtout le trait de personnalité, mais aussi au niveau de certaines psychopathologies, c'est l'activité physique. Okay? Ouais. Le sport, ça a été démontré à maintes et maintes reprises, surtout l'activité cardiovasculaire, là, ça favorise la sécrétion de certaines hormones comme les endorphines, qui elles aussi ont un pouvoir calmant sur l'amygdale. Ouais, absolument. Fait que, tu sais, toutes ces mécaniques, là, c'est comme on veut calmer ce cerveau-là qui perçoit des mammouths de façon exacerbée. Ouais. Tantôt, tu as parlé de... il y a une composante génétique à ça, ou il y a une composante environnementale. Ça me fait penser, puis tu as parlé du lien avec les enfants. Tu sais, les enfants qui sont exposés à peut-être un milieu ou un environnement plus stressant, plus anxieux, peuvent reproduire un peu ce pattern-là ou avoir un certain apprentissage. En douleur chronique, là, le facteur principal, le plus associé aux douleurs chroniques chez les enfants, c'est l'anxiété des parents. Oh, c'est le facteur le plus associé, le plus fort. Oh mon Dieu! Fait que dans les douleurs chroniques chez les enfants, puis moi j'en vois, c'est pas ma clientèle principale, mais tu sais, ça arrive que je traite des enfants, je le vois tout le temps, les parents anxieux, tout le temps. Puis, mettons, est-ce que tu remarques aussi chez ces enfants-là des signes d'anxiété? Ouais. Et as-tu l'impression que la douleur chronique dans ce cas-là est plutôt un symptôme d'anxiété? Tu sais, que l'enfant va extérioriser son comportement de cette façon-là? Je pense que j'aurais de la difficulté à le savoir. Par contre, ce que je remarque, ce qu'on sait de base, c'est que n'importe qui gère une douleur chronique, s'il y a une personnalité ou un trait anxieux, va avoir plus de difficultés. Le pronostic est moins bon. Okay. Juste parce qu'on a moins la capacité souvent à gérer cette menace-là ou, encore une fois, la douleur, c'est une réelle ou potentielle perception de menace. Ouais. Et donc, si on est tout le temps dans une perception de menace potentielle, ben, le signal douloureux peut être amplifié ou peut être maintenu en boucle, si on veut. Fait que je peux le voir dans la difficulté à régler le problème des fois, mais il faut intervenir dessus. Puis souvent, c'est là qu'on va travailler en équipe multidisciplinaire ou qu'on va devoir référer, juste pour s'assurer que l'aspect anxieux est au moins contrôlé, qu'il y a des solutions, peut-être médicamentation si nécessaire, tu sais. Fait que, ou thérapie. Ouais. C'est parce que dans ce cas-là, tu sais, souvent, l'environnement va agir à renforcer l'anxiété, le stress exacerbé. Et donc là, c'est très difficile de venir négocier le symptôme. Exact. Parce que là, lui, découle de cette bébite-là qui est l'anxiété. Fait que, c'est pour ça que, tu sais, bien souvent, les patients en thérapie, les clients, se posent la question... tu sais, c'est pas rare qu'il y a plusieurs pathologies qui apparaissent en comorbidité. Hein? Fait que tu as de l'anxiété, tu as de l'abus de substance, de l'anorexie, etc. Sur laquelle tu agis en premier? Est-ce que... pas facile. Ben non, c'est pas facile. Puis il y a deux courants de pensée dans ce milieu-là. Tu peux te dire, bon, ben je vais agir à la source. Tu sais, par exemple, à l'anxiété, parce que c'est ça qui va générer, qui va être la genèse de tous ces autres problèmes-là. Puis, il y en a d'autres, il y a un courant auquel j'ai tendance à adhérer, qui est de se dire, ben je vais agir ce sur quoi il y a le plus de détresse en ce moment parce que ça crée un brouillard qui fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile d'agir à la source, tu sais. Et donc, là, cette douleur chronique-là, ben, elle crée probablement un brouillard. Tu sais, c'est très handicapant, là, qui fait en sorte que là, ben oui, tu sais, aller, par exemple, en thérapie cognitivo-comportementale pour gérer l'anxiété, ça risque d'être beaucoup plus difficile que si la douleur n'est pas du tout contrôlée à prime abord. Exactement. Fait que, tu sais, des fois, oui, tu sais, là, on veut pas juste agir sur le symptôme, on veut agir à la source, mais il faut diminuer certains symptômes bien souvent avant d'essayer d'agir sur la problématique principale. Par contre, la problématique principale demeure. Exact, il y a une cause. Ben oui, il faut... C'est un peu comme mon exemple de poêle. Là. Tu te mets la main sur le poêle, mais tu la laisses là puis tu prends des Advil. Ouais, c'est ça. C'est comme... faut agir à un certain moment sur cette fameuse cause-là. Mais bien souvent, en parallèle à ça, il faut diminuer la présence de plusieurs autres symptômes satellites. Ben, c'est ce qu'on fait, en fait. Le travail en gestion de la douleur chronique ou en traitement de la douleur chronique, à la base, presque tout le temps, il y a eu une lésion quelconque. Il y a eu une blessure. Que ce soit une entorse de cheville, une entorse lombaire, une source physique, un torticolis. Il y a eu quelque chose. C'est bien rare. C'est quasi inexistant, une blessure ou une douleur chronique qui est 100% psychosomatique. Là. Ça existe, là, mais c'est vraiment rare. Là. Fait qu'à la base, il y a une source structurelle ou une source physique. Le problème, c'est que si la douleur se chronicise, fait que 3 mois, 6 mois, 5 ans, 10 ans, la proportion entre le dommage physique et
l'ampleur de l'impact fonctionnel que ça a est complètement débalancée. Tu sais, la structure n'est plus la cause principale de la blessure, ça peut, de la douleur, pardon. Ça peut être plein de choses, puis c'est là qu'il faut évaluer la sphère psychosociale pour voir est-ce que la personne présente des comportements mal adaptés qui nuisent à l'évolution. Fait que les plus rapportés dans la littérature, les plus les plus déterminants, ben, c'est la catastrophisation, la peur et l'évitement, fait en lien avec la blessure, le mouvement, ça crée une fausse croyance. Exactement. Et ben, tout ce qui est syndrome de stress post-traumatique, événements adverses durant l'enfance et des choses comme ça. Mais fait j'imagine plein de aussi choses en lien avec ça. La douleur... Puis là, loin de moi l'idée de minimiser quoi que ce soit. Loin, loin de moi. Je me demande si dans certains cas, la douleur n'a pas une fonction. Tu sais, dans des milieux qui sont potentiellement dysfonctionnels. Je sais où tu t'en vas, absolument. Une fonction de, ben là, j'en ai de l'attention, tu sais, de mon parent, de mon... Tu sais, il y a quelque chose de réconfortant dans subir un traitement aussi. Tu sais, que ce soit de l'attention du parent ou du professionnel de la santé. Puis quand tu parles de catastrophisation, j'imagine que c'est très associé à ça aussi. Là, Mais ce que tu dis existe, OK? La façon que je le vois, puis cliniquement, je l'ai déjà observé, la question qu'il faut se poser comme clinicien, c'est est-ce que potentiellement, cette personne-là peut avoir des choses à perdre de régler sa douleur? Tu comprends? Puis moi, il y a déjà 2, 3 personnes qui me l'ont confié. On s'entend, c'est rare que la personne va confier ça. Mais c'est rare qu'elle le sait aussi, exactement. J'imagine. Puis elle m'a déjà confié, cette personne-là, le jour où j'aurais pu mal, j'aurais plus du tout l'attention de mon conjoint. Oh là là. Fait que c'était une façon potentiellement de maintenir une certaine attention dans la relation. C'est une relation qui n'allait pas bien. Fait que cliniquement, je me suis déjà fait raconter ce genre d'histoire-là. Fait que c'est sûr que ça existe. Je pense que c'est une minorité ou que c'est peut-être une sous-catégorie dans l'ensemble du portrait. C'est très rare que ce serait juste ça. Ben oui. Mais il faut se poser la question tout le temps. C'est sûr que ça peut exister. T'sais. Des fois, là, les gens, on parle des fois de gains secondaires. J'ai de la misère avec ce terme-là. Les gens qui persistent en arrêt de travail puis qui ne veulent pas retourner au travail en raison de leur blessure, souvent, il faut le twerker un peu à l'opposé, puis il faut voir que c'est peut-être plus une absence de gain à aller au travail. Dans le sens que le travail, c'est ça, le travail est vu comme un environnement menaçant, est vu comme un environnement négatif, que ce soit de l'intimidation au travail, des menaces, pas une bonne valorisation de l'employé. Cette personne-là peut avoir aucun intérêt à retourner au travail parce que son homéostasie, son équilibre de personne est menacé. Donc, trop perturbé. C'est pas que je veux pas retourner au travail parce que je suis content d'être en arrêt de travail. Il y a personne qui est heureux de pas s'accomplir dans la vie puis d'être seul chez lui à gérer sa douleur. C'est juste que on met pas l'environnement de travail dans la façon, dans l'intérêt optimal de la personne. Et donc, cette personne-là, ben, a plus de positifs, entre guillemets, à éviter ça que de retourner. Fait que, tu sais, c'est vraiment multifactoriel. Ce qui peut aussi, parce qu'en clinique, on le voit, là, tu sais, cette espèce d'évitement-là du milieu de travail, ça contribue à augmenter cette fausse croyance-là que le milieu de travail est dangereux. Exact. Donc, ça contribue à augmenter l'anxiété. Tout à fait. Et donc, j'imagine que ça peut contribuer à augmenter la douleur. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, tu sais, la douleur, là, voilà comme une émotion. Ouais. C'est la même chose. Il y a des synapses, il y a des neurones qui vont vers l'amygdale, il y a des neurones qui vont vers l'hippocampe, la mémoire, tu sais, plein de choses. Fait que c'est très multidimensionnel. Fait que la douleur, on peut l'avoir comme une émotion. Fait que de la même façon que tu peux rentrer dans un endroit puis te dire ça sent comme chez ma grand-mère, ben tu peux ressentir une douleur puis te dire hey, ça ressemble à quand un chien m'a mordu quand j'avais 6 ans. Une mémoire contextuelle de la situation. Fait que petite parenthèse sur la douleur chronique. Très intéressant. Ouais. Je veux qu'on parle un peu des effets potentiellement négatifs d'un stress cumulé chronique. À long terme, probablement qu'il y a différents faisceaux de conséquences. C'est quoi, mettons, grosso modo, le plus important à savoir si on ne gère pas ce stress-là ou qu'on en cumule de façon chronique à long terme, quels effets ça va avoir sur nous? Oui, c'est une bonne question. En fait, à court terme, ici et maintenant, c'est tous les symptômes dont on parlait plus tôt qui sont physiques et psychologiques. À très long terme, puis là, je peux pas te donner une échelle de temps, en ce sens où ça va beaucoup dépendre de la résistance et de la résilience des gens. Ça va dépendre du type de stresseur, de la quantité d'hormones de stress qui est sécrétée. Ça dépend d'une panoplie de facteurs. Après un certain temps, qui peut s'équivaloir en semaines pour certains,
et en dizaines d'années pour d'autres, on peut développer des maladies physiques et psychologiques chroniques. Okay? Donc, au niveau physiologique, on peut parler par exemple de diabète de type 2, on peut parler d'accidents cardiovasculaires. Donc, il y a plusieurs maladies qui peuvent découler de ce stress chronique-là. Et au niveau des psychopathologies, les principales qui peuvent se développer suite au stress chronique, il y a l'anxiété. Ouais. Okay, tantôt, on parlait de composantes génétiques environnementales. On peut aussi devenir anxieux, donc développer des attaques de panique, par exemple, ou l'anxiété généralisée, parce qu'on a été exposé à un environnement stressant trop longtemps. Okay? On peut parler d'épuisement professionnel et de dépression. Okay? On peut parler aussi de fatigue chronique. Mais les trois principales, c'est anxiété, épuisement professionnel et dépression. Puis là, je veux juste rassurer tout le monde, on se réveille pas un matin déprimé. Là. Non, c'est ça. C'est pas comme « Ah, mon stress, il est le fun, c'est le fun. » T'attrapes pas ça la nuit. Non, exactement. Tu te réveilles pas un matin « Ah, mon Dieu, je suis plus capable de sortir du lit, puis j'ai besoin d'une thérapie, etc. » Le corps nous avertit. Le corps nous avertit, c'est juste que bien souvent, on va mettre ça sous le tapis parce que on veut pas l'adresser, on fait de l'évitement, on veut continuer à être performant, on veut pas se l'admettre. Hein? Ça dépend beaucoup des milieux aussi dans lesquels on a évolué. Est-ce qu'on peut parler de ça, une émotion négative ou non? Hein? Si tu as accepté ou non? Ouais, c'est vrai. Le support social qu'on reçoit, etc. Il y a bien des facteurs qui peuvent venir moduler cette écoute-là qu'on va avoir vis-à-vis de nos symptômes corporels. Mais il y a une espèce d'étape sandwich là, dans le stress où la première étape est super saine, hein? On mobilise de l'énergie, tout va bien. Troisième étape, on est super malade. Puis l'étape numéro 2, c'est une étape d'épuisement où on ressent beaucoup de symptômes que je vais t'énumérer, puis là, tu risques de te dire « Mon Dieu, mais je suis fréquemment comme ça. » Puis oui, okay? La plupart des gens oscillent entre étape 1 et 2. C'est une étape où on ressent plus de lassitude, on rentre à la maison le soir, on se sent tout le temps un petit peu à bout, et on n'est plus labile émotionnellement, on a plus de colère spontanée qu'auparavant, on se sent un petit peu plus anxieux, donc plus vigilant qu'à l'habitude, puis un comportement qui revient super souvent à la deuxième étape du stress, c'est l'augmentation des comportements de consommation. Fait qu'on remarque qu'on boit un petit peu plus d'alcool qu'avant, et ou qu'on fait plus de drogue, et ou qu'on fume plus qu'à l'habitude. Ça, c'est les comportements classiques, là. Puis pas de dire « Hey, je passe au travers de ma bouteille de gin à tous les jours. » Non, c'est ça. Ça peut être juste de se dire « Mon niveau de base a changé. » C'est pas obligé d'être l'extrême, là. Ça peut être subtil par rapport à notre niveau de base. C'est notre cerveau qui se dit « J'ai eu une journée stressante, peux-tu me donner un anane? » Ouais. OK? Donc, ça va venir activer notre système de récompense, ce qui fait en sorte que très temporairement, ça vient nous apaiser. Fait que ça peut être, par exemple, que auparavant, notre niveau de base, c'était de consommer un petit peu d'alcool le vendredi, samedi. Puis là, tout à coup, c'est vendredi, samedi, dimanche, parce que c'est encore la fin de semaine. Puis là, jeudi, parce que c'est bientôt vendredi. Puis là, mercredi aussi, parce que bon, il y a un souper avec des amis. Fait que tu sais, c'est juste de se dire, mon niveau de base change. Là, je parle de comportement de consommation parce que c'est ceux qui sont les plus typiques. Puis là, il y a tout le temps des gens qui sont comme « Même moi, je consomme pas. » Fait que tu sais, je suis à l'abri de ça, pas nécessairement. OK? Dis-toi, c'est tout comportement qui fait du bien vite. Fait que ça peut être magasiner en ligne, ça peut être jouer à des jeux vidéo plus souvent, ça nourriture, plein de choses. Nourriture, totalement, manger plus sucré, plus gras qu'à l'habitude. Tout ce qui réconforte le cerveau, temporairement, encore une fois, rapidement. Okay? Moi, je le sais, c'est le magasinage. Ah ouais, hein? Ah ouais, quand je remarque que je passe plus de temps sur des sites à acheter des cossins, je me dis « Ah, OK, il y a de quoi. C'est quoi? » Puis là, tu sais, c'est... Encore une fois, c'est un signal que notre cerveau nous envoie. Il faut juste l'écouter puis se dire comme « Ah, OK, bon, je suis plus stressée qu'à l'habitude. Quelles sont mes ressources? Quels sont mes outils? Qu'est-ce que je peux faire? » Puis là, c'est le moment de s'asseoir puis de réfléchir. Ou d'en discuter avec quelqu'un. Tu sais, des fois, on est tellement pris dans ce tunnel de pensée qu'on a beaucoup de difficultés à trouver des solutions originales. Ouais. À décortiquer ces stresseurs-là, c'est un bon moment pour s'asseoir avec quelqu'un qui est neutre vis-à-vis de la situation puis en discuter. Oui, ça peut être un psychologue, mais ça peut aussi être ton meilleur ami. Là. Ouais, ou conjointe. Des fois, il y a un avantage à avoir un conjointe qui nous connaît, qui est capable de nous observer puis qui peut nous dire là, ça ressemble à ce que tu pourrais avoir comme un stress élevé en ce moment. Oui, exactement. Puis les parents, c'est la même chose avec les enfants. Ouais. Tu sais, de voir ces comportements-là. Puis tu sais, il y a beaucoup de parents qui sont comme je sais pas comment intervenir auprès de mon enfant. Je comprends. Tu sais, bien souvent, ça aussi, on nous l'a pas appris. La première étape, c'est de nommer. Ouais. Tu sais, de nommer, « Hey, ces temps-ci, là, j'ai remarqué que tu te couches plus tard, j'ai l'impression que tu joues plus souvent à des jeux vidéo, je te trouve plus en colère qu'à l'habitude, sans être dans le jugement, là. Je te trouve plus en colère qu'à l'habitude, ça va-tu? » Ouais. Tu sais, de nommer, puis ça ouvre la porte à cet enfant-là ou à cet ado à dire « Hey, ces temps-ci, là, je me sens pas bien. Tu sais, je me sens pas bien. » Puis là, on engage un dialogue auprès
de cet ado-là. C'est vraiment pas en s'assoyant à table avec un enfant puis en sortant une liste de ressources. Non, c'est ça, exactement. Ou de dire, voici ce qu'on va faire, voici une intervention. Oui, exactement. Non, c'est ça. Tu sais, souvent, les enfants vont se braquer vis-à-vis de ça parce qu'ils se sentent pas écoutés, ils se sentent pas validés. Exact. D'où l'importance de nommer. Puis c'est la même chose avec conjointe, là, de dire « Hey, ces temps-ci, tu sais, je te sens un petit peu plus down qu'à l'habitude. J'ai l'impression que tu bois un peu plus souvent qu'avant. Je juge pas du tout, je fais juste me poser la question, ça va-tu? » C'est vraiment la première étape avant même d'essayer d'intervenir de quelconque façon. Oui, c'est clair. Tu as parlé tantôt d'épuisement professionnel et de dépression. Ouais. On va souvent mélanger les deux. Oui, avec raison. Avec raison. Oui. C'est quoi la différence entre... Puis par épuisement professionnel, on entend ce qu'on appelle un burn-out, là, entre guillemets. Exact. C'est quoi la différence entre la dépression et l'épuisement professionnel, autant au niveau de qu'est-ce qui se passe dans notre réponse au stress et de comment ça se manifeste? Oui. Au niveau de la manifestation, typiquement, pour avoir un diagnostic d'épuisement professionnel, il fallait que ça ait lieu à un emploi qui nécessite une espèce de don de soi. Là. Fait que, tu sais, professionnel de la santé, alouette. Aujourd'hui, épuisement professionnel a été élargi à d'autres types de professions. On peut recevoir un diagnostic d'épuisement professionnel même si on travaille d'un point de vue très mécanique puis pas en relation d'aide. Là, dans les manifestations, elles sont très similaires. On peut parler d'un épuisement général, un niveau de détresse au quotidien qui est très élevé, une difficulté de fonctionnement, encore une fois, altération de l'alimentation, que ce soit manger plus ou moins, une diminution du désir sexuel, de l'insomnie, etc. Okay? Donc, épuisement professionnel et dépression au niveau des manifestations comportementales sont très similaires. Ouais. D'un point de vue biologique, la différence principale va être que dans le cas de la dépression, il y a une dérégulation des hormones de stress qui est à la hausse. Fait qu'on en produit plus. Beaucoup plus et toute la journée. Okay? Depuis tantôt, on parle des sécrétions d'hormones de stress réactives, c'est-à-dire je réagis face à mon environnement en sécrétant des hormones de stress, puis par la suite, ça se régule, les hormones diminuent. Il y a un autre type de sécrétion d'hormones de stress qui est présent chez tout le monde et qui est ce qu'on appelle le cortisol diurne. Ce que je sécrète dans la journée. Puis chez un individu en santé, ce qu'on remarque, c'est que le matin, dans les 30 premières minutes qui suivent le réveil, on voit une augmentation très temporaire des hormones de stress, puis ça diminue tout au long de la journée pour réaugmenter des fois de temps en temps. Ouais, quand on vit un stresseur. Fait que cette réponse de cortisol-là, le matin, on en a besoin, on pense, pour nous aider à sortir du lit puis à démarrer la journée. Okay? Chez les gens qui souffrent de dépression, ce qu'on remarque, c'est que les hormones augmente le matin puis il reste élevé toute la journée. Okay? Donc, il y a vraiment ce stress biologique chronique tout au long de la journée, ce qui peut avoir un impact important au niveau des fonctions cognitives, parce que les hormones de stress sont sécrétées dans le tapis tout le temps. L'amygdale va aussi avoir une sécrétion, une activation qui est très élevée. Et donc, il n'est pas rare que dépression et anxiété viennent de pair. Okay? Qu'on remarque certains symptômes anxieux chez les déprimés. L'épuisement professionnel, c'est un patron cortisolaire opposé, c'est-à-dire que les hormones de stress vont être très faibles toute la journée durant. Okay? Fait que leur système de réponse au stress est quasiment à terre. À plat. Okay? Ce qui peut amener des effets comportementaux un peu différents. Là. Okay? Donc, une espèce d'apathie qui est plus élevée. La cognition va être différente aussi parce qu'il y a moins d'hormones de stress qui atteignent le cerveau. Puis, je ne peux pas te dire ce qui fait en sorte qu'un individu va aller vers la dépression et l'autre vers l'épuisement professionnel. On le sait pas. Okay? Donc, d'un point de vue biologique, qu'est-ce qui fait en sorte que ce cerveau-là qui a été exposé au stress chronique va prendre le plan A ou le plan B? On le sait pas encore. J'aurais eu tendance à penser, tu sais, juste avec le peu de notions en psychopathologie qu'on a eu dans notre programme, que peut-être selon le type de personnalité qu'on a, ça pourrait prédisposer à prendre un des deux chemins? Des différences individuelles, des différences au niveau de l'expérience aussi, patron génétique, est-ce que j'ai plus de vulnérabilité vers la dépression, vers l'épuisement? Il y a une panoplie de facteurs qui peuvent expliquer ces divergences-là. Il y a la nature de l'emploi aussi. Hein, pendant un certain temps, on avait pour préconception qu'il fallait être en relation d'aide pour avoir un épuisement. Aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas, mais cet environnement-là peut quand même, selon moi, façonner le type de dérégulation, entre guillemets, qui va avoir lieu. Fait que, oui, en fait, c'est comme tout puis rien peut prédire ces dérégulations-là, mais j'imagine que d'ici quelques années, on devrait avoir... ils vont savoir. Fait que, comment expliquer que physiquement, deux personnes, un en dépression et l'autre en épuisement professionnel, peuvent avoir l'air exactement de la même affaire au niveau de
de la fatigue ou, tu sais, puis là, on s'entend, c'est pas tout le monde qui est en dépression ou en épuisement qui est couché dans un lit toute la journée, là. Pas du tout. Ça, c'est peut-être... l'image classique exact, qu'on a en tête, mais c'est pas ça. Ceci dit, les gens qui entrent en dépression majeure et en épuisement, on remarque une diminution drastique de l'énergie. Ouais. En fait, tu sais, l'anxiété, c'est quand la vigilance est dans le tapis. Mm-hmm. Souvent, avant qu'il y ait développement d'une dépression ou d'un épuisement professionnel, il va y avoir eu une phase anxieuse au préalable ou une phase de stress élevé. C'est-à-dire que pendant un certain temps, il y a de l'énergie, mais il n'y a rien ne se perd, rien ne se crée, tout ça se se transforme. La dépression, c'est quand il y a une déplétion des réserves d'énergie. Là. Il y en rapide, a plus. souvent. Oui, c'est ça. Le corps craque. Là. Mm-hmm. Et d'ailleurs, stress, là, c'est un terme qui est emprunté à la métallurgie. Ouais, c'est ça. La pression que tu peux mettre sur un métal avant qu'il ne craque. Mm-hmm. Mais la dépression, c'est carrément ça. Là. Puis l'épuisement professionnel aussi, c'est qu'à un moment donné, le système n'est plus capable d'en prendre. Puis là, il n'y en a plus d'énergie. Mm-hmm. Et donc, il n'est pas rare que les gens qui souffrent d'une dépression majeure vraiment vont avoir des niveaux d'énergie qui sont très, 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 très bas. Ouais. Mais pour tout ce qui est cette différence comportementale-là entre épuisement professionnel et dépression, là, les recherches sont très, très émergentes dans ces catégorisations-là. On a la difficulté à expliquer... Puis c'est difficile de démêler tout ça aussi parce qu'il y a des mécanismes très communs puis des réponses, des symptômes, un portrait de la pathologie qui est très similaire aussi. Là. Très similaire, puis les traitements sont très similaires aussi. Oui, exact. Et donc, c'est difficile à distinguer d'un point de vue phénoménologique, finalement. Là. À long terme, je sais que tu parlais tantôt de certains projets de recherche ou de certains intérêts de recherche de ta part, entre autres l'effet d'un stress chronique sur nos fonctions cognitives, fait que sur comment notre cerveau fonctionne. Qu'est-ce qu'on sait en ce moment des effets d'un stress cumulé à long terme, chronique, pathologique, sur comment notre cerveau fonctionne à long terme? En fait, pendant longtemps, puis jusqu'à tout récemment, là, jusqu'à la fin des années 90, on pensait que les hormones de stress, c'était toxique. Fait qu'on pensait que quand les hormones de stress étaient sécrétées en large dose, elles avaient un effet neurotoxique sur le cerveau qui faisait en sorte que ça venait finalement tuer nos neurones ou à tout le moins défaire nos connexions neuronales. Fait que l'hypothèse était stress can shrink the brain. Okay. Ça peut venir vraiment diminuer la taille des régions cérébrales. Puis on en venait même à penser que la maladie d'Alzheimer était probablement exacerbée par le stress ou même provoquée par ce stress-là. On a cru ça pendant des années, puis les études démontraient chez les personnes âgées que plus elles étaient stressées, plus elles avaient un petit hippocampe. Fait que là, on se disait, ben voilà, bingo, tu sais, les corrélations étaient presque parfaites. On se disait, le cortisol, c'est toxique, tu sais. Finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que non. Okay? Le stress en remontant au cerveau ne peut pas réduire la taille du cerveau. En fait, l'association serait peut-être même contraire. C'est-à-dire qu'un adulte qui a un petit hippocampe serait moins apte à venir réguler son stress. Okay. Un adulte qui a un petit lobe frontal serait moins apte à venir réguler son stress. Puis ce petit hippocampe-là, par exemple, ben, ça peut être tout simplement génétique. Là. Okay? Donc, tu es né avec un plus petit hippocampe, tu es moins apte à venir réguler ce stress-là. Première découverte qui a été faite. La deuxième, qui a été faite plus récemment, puis ce sur laquelle j'ai aussi contribué durant mon doctorat en neurosciences, c'est qu'on sait maintenant que les hormones de stress peuvent avoir un effet toxique sur le cerveau. J'aime pas le terme toxique, là, mais peuvent avoir un impact sur le développement de certaines régions cérébrales chez l'enfant. Okay? Fait que tant que le cerveau est en développement, il est sensible à ces hormones de stress qui sont sécrétées de façon chronique. Puis ça peut avoir un impact à long terme chez l'adulte. Okay? Donc, un enfant qui naît avec un hippocampe normal, d'une taille qui est normale, mais qui vit du stress chronique durant le développement de cette région cérébrale-là, parce qu'il est abusé physiquement, sexuellement, négligé, il a un statut socio-économique qui est très faible, il vit la guerre, peu importe le type d'adversité, la sécrétion chronique d'hormones de stress peut nuire au développement de cette structure-là et donc empêcher que la structure s'élargisse finalement ou nuire à son fonctionnement à long terme. Okay? C'est-à-dire que l'hippocampe va avoir un volume normal, mais il ne fonctionnera pas de façon normale. Et donc, ce qui a été démontré, c'est que chez l'adulte qui vit du stress chronique, ça peut avoir une panoplie d'effets sur ses fonctions cognitives, moins concentré, difficulté à réguler ses émotions, etc. Mais ça ne viendra pas altérer son cerveau en soi. Okay? Donc, tu diminues le stress chronique, tu appliques une intervention quelconque, etc. Les fonctions reviennent par la suite. Un enfant qui vit un stress chronique prolongé
peut voir une altération dans le développement de son cerveau qui va faire en sorte qu'à l'âge adulte, il va avoir ces troubles cognitifs-là, d'attention, de régulation des émotions, etc. Par contre, les effets sur ce cerveau-là sont irréversibles, entre guillemets, en ce sens où, à l'âge adulte, si tu as développé un méga-amygdale pendant ton enfance, ben, les méga-amygdales, ils restent. Là, la structure du cerveau demeure. Ceci dit, le cerveau est très plastique. Donc, ce qui a été démontré, c'est que un enfant, par exemple, qui a vécu de l'adversité, une fois qu'il est adulte, oui, il va avoir un plus gros amygdale, il va faire à parier, le lobe frontal est plus petit ou moins actif, ce qui fait en sorte que la régulation des émotions est moins facile, etc. Si on pose une intervention adéquate chez cet adulte-là, que ce soit parce qu'il il fait de la psychothérapie, prise de médication dans certains cas, un bon réseau social, le cerveau va venir, le cerveau étant malléable, il va venir créer d'autres connexions ailleurs, qui va faire en sorte que malgré sa plus petite taille, le cortex préfrontal va être capable de venir réguler les émotions. Fait qu'il va s'adapter. Il s'adapte. C'est juste que c'est d'autres régions qui vont prendre le relais. Donc, on voit aussi ce phénomène-là chez les gens qui font de l'abus de substances, par exemple. Il y a certaines régions du cerveau qui vont se déréguler, la régulation des émotions devient très difficile, et donc il y a un beau cercle vicieux qui se crée où on consomme encore plus pour venir se rassurer. Puis ces réseaux neuronaux-là qui sont plus efficaces, ou qui sont même, dans certains cas, plus présents. On peut voir une dégénérescence de certaines régions du cerveau en lien avec la consommation. Bien, chez ces adultes-là, il y a d'autres réseaux qui peuvent se créer puis qui vont venir mener finalement à une bonne régulation des émotions à long terme. Donc, il y a des effets finalement du stress chronique, pour résumer, sur le cerveau, mais il faut se rappeler que ces effets-là, quoi qu'ils ne soient pas réversibles, par exemple chez les enfants, le cerveau est malléable, puis il peut venir créer ces autres connexions-là, mais il faut adresser le problème. Puis, dans ce que tu disais, que c'est surtout pendant les phases de développement du cerveau, on sait que c'est quoi, jusqu'à la mi-vingtaine en général? Surtout là, les phases de développement précoce et, mettons, intensif du cerveau? Mais on a parlé de 3 régions depuis le début. On a parlé de l'hippocampe. Dans un premier temps, l'hippocampe, c'est important pour réguler le stress aussi, parce qu'on vient contextualiser l'environnement. On se souvient chez l'enfant, par exemple, ce parc-là, c'est sécuritaire, je suis déjà venu. Ça, c'est mon parent, c'est sécuritaire. Donc, l'hippocampe est une région importante pour réguler le stress. Ça termine de se développer à 2 ans. Fait qu'entre 0 et 2 ans, l'hippocampe se développe principalement. Puis l'hippocampe poursuit son développement jusqu'à très tard à l'âge adulte, mais va être moins sensible aux hormones de stress à ce moment-là. L'amygdale termine de se développer très tard, c'est-à-dire vers l'âge de 20 ans, puis ça commence à se développer vers 8 mois. Puis c'est la raison pour laquelle les enfants, à un certain moment, les bébés, là, ils se mettent à avoir peur. On sort de la pièce, puis ils pleurent, ou on part l'aspirateur, puis ils font le saut. Ça, c'est un amygdale qui commence à se former. Et ça termine de se développer très tard. Puis on se rappellera que c'est la région du cerveau qui détecte les dangers. Et donc, ça explique la raison pour laquelle les ados se mettent souvent dans des situations risquées. Ils n'ont pas une bonne évaluation du danger, perception. C'est ça, exactement. Donc, des overdoses de drogue, comportements sexuels à risque, reculer sur l'autoroute parce que t'as manqué ta sortie, c'est une option. Fait que, les ados vont avoir ces comportements risqués-là parce que le centre de détection du danger, qui est l'amygdale, n'est pas pleinement formé. Et c'est la raison pour laquelle le parent doit répéter, fais pas ça, c'est dangereux, fais pas ça. On n'a pas le choix. C'est notre solution. Fait que c'est pas de la mauvaise volonté nécessairement des ados, c'est que structurellement, notre cerveau n'est pas encore adapté pour faire ça. Exactement. Puis la dernière région à se développer, comme tu le disais, à la mi-vingtaine, c'est le lobe frontal qui permet la régulation des émotions. Chez la fille, ça se termine de se développer vers 25 ans. Chez le garçon, vers l'âge de 29 ans. C'est tard. C'est très c'est tard. C'est vraiment tard. C'est super tard. Puis c'est à ce moment-là qu'on va voir une régulation des émotions qui est 100% autonome, qui ne nécessite plus soit d'aide environnementale ou d'assistance du parent, par exemple. Ça termine de se développer tard, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est l'âge à laquelle ça commence à se développer, c'est 8 ans. Ah ouais. Donc, l'enfant en bas de l'âge de 8 ans a un lobe frontal, il n'y a pas un trou derrière. Non, c'est ça, il est là. Le front, il est là, mais il est très inactif et surtout, il n'est pas connecté à l'amygdale. Fait que c'est juste à partir de l'âge de 8 ans où on va voir des connexions qui commencent à se développer de façon efficace vers l'amygdale. Et donc, avant l'âge de 8 ans, l'enfant n'est pas capable de réguler ses émotions de façon pleinement autonome. Fait que c'est le fameux pont inhibiteur vers l'amygdale qui n'est pas formé encore. Exactement. Puis c'est la raison pour laquelle, jusqu'à l'âge de 8 ans, le parent joue un rôle
très important pour aider l'enfant à réguler ses émotions. On est vraiment un lobe frontal externe pour Ouais, eux. Là. ouais. D'où l'importance de leur apprendre, quand tu te sens comme ça, c'est de la tristesse, ça, c'est de la colère, ça, c'est de la jalousie, ça, c'est de l'envie. C'est important de nommer les choses. On nomme parce que ça lui donne un outil artificiel, finalement. Ouais, pour reconnaître. Puis pour pouvoir communiquer aux parents puis à l'entourage, en ce moment, je suis fâchée, là, OK? Parce que spontanément, ça lui vient pas, la connexion n'existe pas encore. Fait qu'il peut aussi lui-même avoir de la difficulté à lire l'émotion du parent. Et tout à fait. Autant que ses propres émotions. Ben oui, tout à fait. C'est super fascinant, ça. Tout à fait. Puis tu sais, les parents nous demandent souvent... mon enfant, il a de la difficulté à réguler ses émotions, puis il est anxieux, puis il est stressé, puis etc. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que l'enfant est une éponge. Ouais. L'enfant apprend par observation, et donc, avant même d'essayer d'apprendre à l'enfant comment se réguler, il faut incarner la régulation émotionnelle. Okay? Moi, j'ai un enfant de 2 ans et demi et j'essaye très fort d'y apprendre les émotions, puis etc. Je me dis, mon Dieu, je suis formée là-dedans. Là, il faudrait qu'il soit maître en régulation des émotions. Et l'autre jour, je me suis surprise à lui crier après de ne pas crier. T'sais. Ah ouais, hein? On crie pas! Puis là, je me dis, tu sais, c'est la portion la plus difficile de se dire, il faut que tu incarnes la régulation des émotions parce que lui, c'est comme ça qu'il l'apprend. Crier, c'est correct. Être impatient, c'est correct. Et donc, c'est vraiment des éponges qui apprennent. Fait que de penser que nos jeunes bébés enfants de 0, 5, 6 ans sont pas conscients de ce qu'on fait, c'est complètement faux. Tout ce qu'on fait a un impact et tous les comportements qu'on adopte peuvent être certainement acquis par l'enfant éventuellement. Tout à fait. Puis l'objectif ici n'étant pas de culpabiliser les parents, n'étant pas de dire, si ton enfant est anxieux, c'est de ta faute. Non, c'est ça. C'est pas de dire ça, c'est de donner du pouvoir. Exact. Au contraire, tu te dis, c'est beaucoup plus facile de réguler ton émotion à toi que celle de l'autre. Oui, tout à fait. Et donc, on a beaucoup plus de contrôle qu'on le pense sur la détresse qui est ressentie par nos enfants et on va en vivre toute notre vie des journées stressantes, là. On va être impatient, faut se rappeler que quand on a une journée stressante, OK? On arrive à la maison, on est en colère, ça le fait pas du tout. Ce n'est pas le moment d'avoir des moments de proximité avec l'enfant. C'est pas le moment de donner le bain au petit, là. Ah, c'est intéressant, Il peut sauter une journée, là, puis c'est correct. OK? C'est peut-être le moment de faire des respirations, de faire un petit peu d'activité physique, d'essayer de se réguler, puis après, de donner cette attention-là qui est nécessaire à l'enfant, puis qui est de proximité, tu sais. Ouais. Comme quand on prend l'avion, là, puis qu'on nous dit si jamais il arrive quoi que ce soit, il y a des masques qui vont tomber devant vous, toujours mettre le sien avant d'essayer d'aider quelqu'un. Mais c'est la même chose pour le stress. Là, avant même d'essayer de réguler le stress de quelqu'un d'autre, il faut essayer de réguler notre propre stress. Exact. Puis encore une fois, quand tu le comprends mieux, tu es capable de mieux le gérer. Donc, si tu comprends mieux que comment ce que ton enfant observe, il peut l'adopter, tu es plus capable de peut-être avoir un effet sur toi. Vraiment, c'est tellement plus facile, tu sais. Moi aussi, il y a des journées où je suis complètement dépassée, puis je me dis, mon Dieu, j'ai pas le goût, là. Tu sais, j'aurais le goût de juste respirer toute seule. Puis je me dis, sachant que mon enfant est une éponge, puis qu'il ressent tout ce que je ressens, ça me donne comme une énergie de plus. Tu sais, pour me dire comme, OK. Je vais le faire pour lui. Je vais le faire pour lui. Ouais, c'est ça. C'est comme une double munition, finalement. Ouais, exactement. Je veux qu'on donne de l'espoir aux gens avec des solutions. On a parlé beaucoup de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les conséquences, les effets néfastes. Il y a l'autre côté de la médaille sur lequel on peut avoir un contrôle. La recherche a démontré qu'il y a beaucoup de stratégies qui fonctionnent très bien, qui sont efficaces pour gérer ce stress-là. Tout à fait. Gérer justement l'énergie, parce que tu parlais que le stress, c'est une réponse pour mobiliser de l'énergie, puis que si on ne la gère pas, cette énergie-là remonte au cerveau. Puis c'est là qu'on peut avoir toute cette espèce de brouillard, puis tous les liens avec l'amygdale et l'hippocampe qu'on a vu. Fait que concrètement, qu'est-ce qu'on sait en termes de solutions pour gérer ce stress-là et cette énergie-là? Oui, en fait, il utilise 5 éléments de contrôle du stress qui sont assez généraux, qui fonctionnent chez la plupart des populations d'âge, etc. Mais il faut qu'on se souvienne quand même que la principale technique, c'est de comprendre. Okay? Fait que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est vraiment une technique en soi. Okay? Fait qu'à partir du moment où on comprend le phénomène, on est beaucoup plus adapté pour le réguler au quotidien. Il y a 2 techniques qui fonctionnent à long terme. Okay? C'est-à-dire que quand on les applique, on va en ressentir des effets pendant un certain temps. Puis il y a 3 techniques qui fonctionnent automatiquement. Okay? Puis je pense que l'objectif ici, c'est de les utiliser à tour de rôle, puis de ne pas les mettre de côté. Tu sais, mettons qu'on en utilise une, elle ne marche pas, on peut la mettre de côté temporairement, mais pas trop loin. Oui, exactement. Tout le temps les avoir dans notre coffre à outils. Oui, exactement.
La technique qui fonctionne le mieux et à long terme, c'est vraiment de décortiquer le ciné. Okay? Fait que tantôt, quand on parlait de ces 4 composantes-là, là, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté et ego menacé, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre ces stresseurs pour trouver des solutions. Okay? Donc, je sais pas, moi, tu as une entrevue d'emploi la semaine prochaine, puis là, tu te mets à analyser la situation, puis tu te dis, ben c'est nouveau, puis ça menace mon ego. C'est ça le problème. Pour le cerveau, là, la problématique n'est pas l'entrevue en soi, c'est l'absence, en fait, c'est la présence de l'ego menacé. Ouais. Et cette perception de nouveauté-là qui est présente. Et donc, quand on a décortiqué notre stresseur, puis là, je te donne un exemple avec un stresseur qui est facile là, pour les besoins de la cause, mais ça peut être fait avec n'importe quoi, on trouve des plans alternatifs qui éliminent la présence de ces caractéristiques-là. Je suis stressée parce que c'est nouveau puis ça menace mon ego, bien, je pourrais me pratiquer. Okay? Je vais pratiquer cette entrevue-là, je vais demander à quelqu'un qui travaille dans un milieu similaire de me faire une simulation d'entrevue d'emploi. Je diminue ma nouveauté. Puis, étant donné que je me pratique, ça augmente mon sentiment de compétence, mon ego est moins menacé. Je pourrais prendre ma voiture, faire le trajet pour me rendre sur ce lieu d'entrevue-là, pour me familiariser avec ce fameux trajet-là. Je diminue la nouveauté. Écoute, tu peux faire des plans jusqu'à double Z s'il le faut. Là. Mais l'objectif, c'est que le cerveau perçoive moins de nouveautés puis qu'il perçoive moins que son ego est menacé. Là, tu vas peut-être me dire, mais moi, j'ai pas le temps. Okay, pas le temps de faire un plan ABCDE. J'ai pas le temps, puis j'ai pas le temps de prendre ma voiture pour me rendre à ce lieu d'entrevue-là, puis etc., c'est trop long. À la limite, juste le fait d'avoir ces plans alternatifs-là écrits sur un bout de papier, ça fonctionne. Ça a été démontré comme juste le fait de les écrire, ça fonctionne. Juste le fait de les écrire, ça fonctionne parce que après ma barre, ça nous donne l'impression d'avoir beaucoup plus de contrôle sur la situation. On a un plan de sortie, là. Okay? Donc, ça fonctionne largement. L'objectif, c'est de le faire pour la majorité des stresseurs auxquels on fait face. Okay? Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Là, si on fait face à 12 stresseurs par jour, on n'a pas nécessairement le temps de le faire comme ça, assis, à déconstruire puis à écrire les plans alternatifs. Mais c'est comme faire du vélo, ça devient spontané. On finit par le faire sans devoir s'asseoir puis faire l'exercice. Puis des fois, il faut s'asseoir puis le faire pour vrai quand il y a des stresseurs qui vraiment dépassent les bornes. Ça peut être, par exemple, un conflit interpersonnel qui revient souvent à la maison, par exemple, par rapport au budget familial. Puis là, on se pose la question, bon, qu'est-ce qui me pose problème? Là, mon ego est menacé, puis j'ai l'impression que j'ai pas le contrôle sur la situation parce que mon conjoint m'en parle tout le temps à tort et à travers. Je suis pas capable de le voir venir. Et donc là, ça peut être comme solution de se dire, chérie, est-ce que ça t'irait qu'on en parle juste les mercredis soirs? Tu sais, comme ça, on rend ça circonscrit dans le temps, puis on dit, puis moi, quand tu utilises tel mot, je me sens pas bien, je me sens invalidée. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt utiliser tel et tel commentaire puis se parler de X façon? Okay? Fait que des fois, c'est juste de trouver des petits quick fix, entre guillemets, qui fonctionnent à long terme par la suite. Là. Okay? Donc, c'est une stratégie qui est relativement simple, mais qui prend du temps. Okay? Donc, ça, c'est la stratégie qui fonctionne le mieux. Deuxième stratégie qui fonctionne, c'est l'évitement. C'est-à-dire que si je décide de ne plus m'exposer à la situation qui me pose problème, je diminue ma sécrétion d'hormones de stress. Il y a certaines situations qui vont le nécessiter. Hein. Tu sais, si je pense à, je sais pas moi, un gros conflit interpersonnel qui éclate, la personne ne vous écoute pas du tout, ben... On se retire, ça donne rien en ce moment. Là. Exactement. J'ai pas les ressources pour affronter ça. Dès qu'on évite la situation, la sécrétion d'hormones de stress va diminuer, on le sent tout de suite. Okay? Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que plus on évite une situation, plus ça vient renforcer cette croyance-là que c'est un gros mammouth. Là. Okay? Donc, si par exemple, t'as horreur des aiguilles, puis là, t'évites ton vaccin, finalement, tu cancelles ton rendez-vous, tu y vas pas. Mais là, la deuxième fois que tu prends rendez-vous, puis là, cette fois-ci, tu dis je vais y aller parce qu'ils sont plus déconfinés un jour, je vais me faire vacciner. Absolument. Tu te rends sur le site de vaccination, tu vas sécréter beaucoup plus d'hormones de stress que si tu y es allé la première fois. Parce que ton cerveau, lui, ce qu'il se dit, c'est si t'as évité, là, ça doit être parce que le mammouth il est très gros, t'as besoin de plus d'énergie. Ouais. Et donc, il y a vraiment un cercle vicieux. Il nous prépare pour la prochaine exactement. fois où on est exposé. L'évitement utilisé de façon chronique, là, c'est vraiment un moteur principal au développement de l'anxiété. Là. Okay? Donc, plus on évite, plus on a de chances de devenir... Il faut choisir où est-ce qu'on l'applique, cet élément-là. Exactement. Puis il faut vraiment se poser la question, est-ce que réellement, là, j'ai pas les ressources pour affronter ça? Est-ce que le contexte ne s'y prête pas? Puis il y a 3 techniques qui fonctionnent très rapidement. La première d'entre elles, on en a parlé tantôt, c'est l'exercice physique. Honnêtement, là, je sais que tous les intervenants en santé sont comme fait du sport, mais c'est vrai pour le stress aussi. Écoute, il y a des études qui démontrent une efficacité similaire entre la prise d'antidépresseurs puis l'activité sportive. Là. Okay? Fait que vraiment, là, ça diminue la réactivité de l'amygdale
Et donc, ça diminue largement les hormones de stress. Puis c'est une technique qui fonctionne en amont. C'est-à-dire que, en aval et en amont, on cumule de l'énergie quand on est stressé, on l'a dit tantôt. L'exercice, ça nous permet de dépenser cette énergie-là. Excellent. Super bon, OK? Parce que ça diminue notre réactivité émotionnelle après. Là. Vu qu'on cumule pas, on déborde moins. Ouais. OK? Tout simplement. Deuxièmement, vu que ça diminue la réactivité de l'amygdale, ça fait en sorte qu'on détecte moins de mammouths. OK? Ouais. Donc, ça fonctionne aussi à long terme. On est moins hyper vigilant à cette détection-là. Exact. La cuillère nous aurait pas fait capoter si on avait fait notre jogging. Ouais, la cuillère dans le lavabo oui. d'il y a tantôt. Ouais, c'est ça. Et donc, l'exercice physique, c'est une technique qui fonctionne super bien. Puis là, il y a des gens qui sont tout le temps « Ouais, moi, j'aime pas ça, faire du sport. Est-ce qu'il y a un équivalent? » Pas vraiment. Il y a d'autres techniques. Là. On va en nommer 2 autres quand même. Mais l'exercice physique, ça fonctionne super bien. Et donc, le meilleur truc qu'on peut te donner, si, mettons, c'est pas ta tasse de thé, là, faire du sport, puis là, tu te dis « Ouais, mais là, moi, j'en ai entendu une qui m'a dit qu'il fallait que je fasse du sport là, pour diminuer mon stress. Et donc, je vais m'acheter des beaux souliers de course, puis un super bel équipement, puis je vais aller courir 4 fois par semaine. Je te promets que tu iras pas. Ouais. Okay, ou donc, que ça va durer 1 mois. Puis ce serait beau que ça dure 1 mois. Ouais. Donc, l'objectif, c'est vraiment de trouver une activité qui convient à ta personnalité. Là. Ouais. Fait que si t'es une bébite sociale, mais ça peut peut-être être de te dire je vais m'inscrire à un cours de groupe au parc. Exact. Puis je vais rencontrer des gens. Ouais. Je veux dire, moi, Cardio Poussette m'a sauvé la vie. Ah ouais, hein? Mais ça, c'est excellent. Ah, wow, oui, vraiment. En plus, c'est un aspect de communauté, oui, affiliation Je sociale. savais pas c'était quoi avoir un bébé. Puis tu rencontres des mères en prime, tu sais. Je veux dire, vraiment, là, pour moi, ça fitait. Mais quelqu'un qui est pas du tout de ce type-là, t'auras beau t'inscrire à Cardio Poussette, tu iras pas. Non, là, c'est ça. Okay? Et donc, ça peut être de se dire, ben écoute, je vais essayer de faire du vélo. Je vais m'en louer un pendant 1 mois, voir si j'aime ça. Je vais essayer de faire des cours sur YouTube. Donc, écouter des cours puis m'entraîner dans mon salon. Sinon, je vais essayer de m'inscrire au gym. Donc, essayer de trouver l'activité sportive qui convient le plus, finalement. Donc, le sport, ça fonctionne super bien. Le yoga n'est pas une technique universelle pour réguler le stress. Ouais. OK, donc, on a fait cette association-là, là, yoga égale Zen, résilience. détente. C'est sûr que ça va fonctionner pour moi. Il y a bien des gens qui n'aiment pas le yoga. Puis si c'est votre cas, retournez-y pas. Puis c'est correct. Là, mais le yoga, ça fonctionne à peu près chez une personne sur 3 pour diminuer le stress. Et donc, si ça fonctionne, tant mieux. On continue d'y aller. Deuxième technique qui fonctionne super bien, la respiration diaphragmatique. Okay? Donc, en général, on respire par le thorax. Là, on a tendance à gonfler le thorax quand on respire. Ce qu'on veut, c'est temporairement changer ce réflexe-là pour que ce soit l'abdomen qui se gonfle et se dégonfle. Okay? Donc, ça fonctionne mieux quand on est debout, mais ça peut être assis aussi. Là, Si, par exemple, tu fais un examen puis la panique monte, ça peut être de faire cette respiration-là, même si tu es assis. Donc, on inspire par le nez en gonflant le ventre. Le thorax et les épaules ne bougent pas. On inspire jusqu'à temps que les poumons soient saturés d'air. Là. Ensuite de ça, on expire par la bouche jusqu'à ce que les poumons soient complètement vides. Puis idéalement, on garde notre air 1 seconde ou 2. Là. Fait que qu'on inspire, on garde. Ensuite de ça, expire par la bouche. On fait cette séquence-là peut-être une 15aine de fois. Puis quand on respire de cette façon-là, le diaphragme, qui est un muscle situé sous la cage thoracique, il vient vraiment se gonfler puis se dégonfler comme un parachute. Puis quand il effectue ce mouvement-là, ça vient inhiber la possibilité de sécréter de l'adrénaline pendant un certain temps. Okay? Donc, ça vient finalement empêcher l'activité du système nerveux autonome quelques secondes. Bien entendu, ça ne dure pas 2 ans, on serait tous morts, là, mais ça dure pendant quelques secondes. Puis parfois, c'est les quelques secondes qui sont nécessaires pour reprendre le contrôle. Là. Puis la respiration diaphragmatique, tu peux même l'enseigner à tes enfants. Absolument. Puis ça fonctionne vraiment bien, même chez les tout petits. Là. Dès l'âge de 2-3 ans, on peut leur enseigner comment respirer. Ils le font pas avec l'abdomen, mais juste faire cette respiration-là, ça aide à regagner le contrôle très rapidement. Là. On en sent tout de suite les bienfaits. Et donc, si par exemple, je sais pas, moi, tu veux aider ton enfant à décortiquer son ciné, mais qui est en train de faire le bacon par terre, mais il y a fort à parier qu'aller jouer au parc puis respirer, c'est l'étape 1 avant... Exact, c'est ça. Avant d'essayer de décortiquer son libérer stress. L'énergie en premier. Oui, libérer l'énergie, diminuer les hormones de stress. Même chose pour nous, là. Si on est gonflé à bloc, c'est pas le temps de s'asseoir avec notre calepin puis essayer de réfléchir à notre stresseur. Le cerveau est bourré d'hormones de stress, on a beaucoup de difficultés à réfléchir. Et une autre technique qui fonctionne super bien, puis qui se décompose en plusieurs techniques, c'est forcer la libération d'oxytocine. Okay? L'oxytocine, c'est une hormone qui est sécrétée par le cerveau et qui est cette hormone que nous allons sécréter quand on accouche. Hein, les filles, c'est ça qui va faire en sorte... ça favorise l'allaitement.
Puis 2, ça favorise aussi le lien avec le bébé. L'oxytocine, on en sécrète aussi dans nos relations interpersonnelles. Okay? Fait que, par exemple, la relation avec le conjoint va mener à une libération d'oxytocine qui est très similaire à celle avec l'enfant. Okay? Donc, plus il y a d'oxytocine, plus l'amygdale diminue sa réactivité, plus ça nous aide à réguler le stress. C'est la raison pour laquelle passer du temps avec les gens qu'on aime, ça nous réconforte quand on vit des situations qui sont particulièrement stressantes. Donc, ça peut être les interactions sociales. Faire un câlin à quelqu'un pendant une vingtaine de secondes. Ça favorise. Ouais, c'est vrai, j'avais entendu ça. La sécrétion d'oxytocine. 20 secondes. 20 secondes minimalement, il faut que l'autre elle veuille. OK, ouais, c'est ça. Idéalement, c'est un câlin consensuel. Oui, c'est ça, il faut qu'il y ait consentement. Puis que ce soit quelqu'un que tu apprécies, bien entendu. Ouais. La zoothérapie aussi. Oui. Donc, flatter son animal domestique pendant quelques minutes, ça favorise la sécrétion d'oxytocine chez soi et chez l'animal. Okay? Donc, la zoothérapie, ça a vraiment été démontré comme étant une technique qui est efficace pour aider à la régulation du stress à court terme. Parce que le mammouth, il est encore là, mais ça nous aide à nous calmer pendant un certain temps. Et une autre façon de libérer de l'oxytocine, c'est de rire. Donc, le rire favorise la sécrétion d'oxytocine. Fait que ça peut être, par exemple, je sais pas, d'écouter un film qui te fait rire, écouter des podcasts qui font rire, passer du temps avec des gens. Des vidéos d'humour. À l'université, avant chaque examen, le dernier 15 minutes avant mon examen, je regardais des vidéos d'humour sur YouTube. Mais c'est une bonne idée. Mais sans le savoir, là, c'était inné. Puis on dirait que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Ben oui, totalement. Non, je suis vraiment d'accord. C'est comme... Puis en fait, je pense que l'objectif aussi, c'est de se les écrire, ces techniques-là, parce que quand on est en situation de stress, tu sais, notre frontal, il prend le bord. Ça devient beaucoup plus difficile de se concentrer puis d'aller rechercher ces techniques-là. Fait que moi, là, je les ai écrits là, sur mon sel. Puis, tu sais, j'en parle souvent. Là, ouais. Mais même toi, tu les as écrits. Oui, je les ai écrits. Puis quand je me sens pas bien, je ressors ma petite fiche, là, puis tu sais, je les mets en ordre de ce qui fonctionne le plus pour moi à ce moment-là, parce que ça change à travers le temps. Puis je suis comme, OK, je file pas, je vais aller faire mon jogging. Ouais. Même si ça me tente pas là, je vais aller faire mon jogging. Puis des fois, je ressens pas l'effet tout de suite en revenant, mais ça va peut-être être 30 minutes, 1 heure après, je me sens plus calme, tu sais. Et donc, c'est non seulement de connaître les techniques, mais il faut les appliquer. Exactement. Puis tu sais, honnêtement, si moi, je pouvais mettre un point d'exclamation sur un élément dans tout ça, c'est l'activité physique. Parce qu'on sait que ça a tellement de bienfaits à long terme sur, honnêtement, l'ensemble de toutes les sphères de la santé, physique, mentale, peu importe. Ouais, vraiment. Puis les gens qui cumulent une activité physique significative, régulière, bien dosée toute leur vie, ben ils font moins d'Alzheimer, ils font moins de dépression, ils font moins de maladies cardiovasculaires, moins d'obésité, diabète. J'imagine que la douleur aussi, c'est la même chose. Oui, exactement. Tu sais, fait que c'est comme une solution long terme qui est vraiment, en plus de tous les bienfaits sur toutes les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc., ben on voit que juste même dans la régulation du stress, ça a un effet vraiment intéressant. Ah, totalement. Puis on parlait des enfants tantôt, c'est la même chose, hein? Tu sais, les enfants sont des éponges. S'ils nous voient faire du sport, il y a beaucoup plus de chances qu'eux en fassent plus tard, tu sais. Puis d'instaurer ça aussi dans la routine familiale, ça peut être un bon truc, là, tu sais, se faire des activités vélo ou même, tu sais, on se fait une activité au parc, le samedi, on va jouer au soccer en famille, là. Tu sais, ça peut juste être de... Non seulement ça va favoriser la dépense d'énergie chez soi, mais aussi chez l'enfant, là. Ouais. Quand ils sont gonflés à bloc, c'est vraiment une technique... hors pair. Absolument. Puis tu as parlé de l'appartenance sociale. Tu sais, toi, par exemple, avec Cardio Poussette, l'appartenance à un groupe stimule la motivation à faire cette activité-là. Oui, vraiment. Puis c'est important aussi que les gens choisissent quelque chose qu'ils vont aimer. C'est correct de tester parce qu'on peut-être quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique régulièrement, il ne sait pas encore ce qu'il aime. Fait que c'est important de tester, mais faut pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas, on va pas le maintenir dans le temps, tu sais. Faut que ça stimule plaisir et sens chez cette personne-là, puis ben quand l'affiliation sociale ou l'appartenance à un groupe est là, souvent c'est pas mal plus facile de la pratiquer puis de la maintenir sur le long terme. Vraiment. Fait que des fois ça peut être aussi de s'inscrire à des activités avec nos amis. Ouais. Tu sais, moi, je m'entraîne fréquemment avec comme 2-3 de mes amis. On s'est inscrits à certains cours ensemble, fait que ça nous permet de nous voir. Tout à fait. Puis, ce que la recherche démontre aussi, c'est que, comme pour beaucoup de choses, quand on est évalué,
on a plus de chances de s'y soumettre. Ah ouais. Okay? Donc, ça a été démontré que certaines applications mobiles qui sont efficaces pour favoriser le sport. Okay? Donc, avoir par exemple une montre intelligente qui te dit comme hey, aujourd'hui, tu sais, t'as pas fait ton 30 minutes. 2000 pas, oui. Ouais, peu importe, ouais. là, tu sais. Avec moi, ça fonctionne très bien. Ouais. Étant compétitive de nature, là, moi, quand ma montre me dit que je suis due, j'ai tendance à m'y plier. Puis là, je suis pas en train de dire à tout le monde d'acheter une montre intelligente, mais c'est d'essayer de se trouver un truc pour nous amener à nous mobiliser pour ce faire, finalement. Oui, exactement. En terminant, j'aimerais ça te demander, ce serait quoi ton top 2 ou top 3 messages clés en lien avec le stress? Tu sais, dans tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, si tu avais 1 minute là, pour parler du stress à quelqu'un puis tu devais lui dire les 2-3 points les plus importants pour toi personnellement, ce seraient lesquels? Il y en a beaucoup. Le premier, je pense qu'il faut se rappeler que le stress, c'est bénéfique. OK? Fait que l'objectif n'est pas de l'éliminer de notre vie, on en a besoin. Puis c'est d'essayer d'apprendre à l'utiliser comme un allié. OK? Deuxièmement, je sais que je parle beaucoup d'aspect parental là, parce que, bon, je travaille dans ce milieu-là, puis j'ai un enfant, mais de se rappeler qu'on est des guides importants pour ces jeunes-là qui sont autour de nous. Et donc, si on le fait pas pour soi, de se rappeler qu'ils apprennent, puis c'est même pas de se dire ils apprennent de nos mauvais comportements, au contraire, de se dire ils apprennent de nos bons comportements. Tu sais, ils apprennent en nous regardant c'est quoi une bonne régulation émotionnelle, puis à quoi ça ressemble quelqu'un qui se régule. Puis, troisièmement, je pense que c'est important de dire que c'est un travail de longue haleine. Fait que la majorité, finalement, des techniques qu'on applique aujourd'hui fonctionnera pas encore dans une semaine. Il faut le refaire, puis malheureusement, il faut le faire pour le reste de notre vie. Tu sais, de se poser ces questions-là. Puis je dis malheureusement, heureusement aussi, parce qu'il y a plusieurs de ces techniques-là qui, en tout cas de mon côté, moi, ça m'apporte bien du fun. Je veux dire, ça permet d'être créatif aussi. Ben oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, un peu comme toi, moi, c'est le sport, là, c'est vraiment ça qui c'est la technique A1 qui fonctionne pour moi, pour m'aider à me réguler, mais ça n'a pas toujours été ça, là. Il y a 5-6 ans, c'était pas la course à pied qui faisait en sorte que je régulais bien mon stress, tu sais, j'avais d'autres techniques, et donc d'accepter de changer, tu sais, d'accepter de s'adapter finalement à ces situations-là. Oui, absolument. Je pense que c'est 3 messages quand même qui résument très bien les éléments importants de ce qu'on a dit aujourd'hui. Super! Si les gens veulent en savoir plus, je sais que Sonia Lupien, sur sa page Facebook, je ne sais pas si elle est active sur d'autres réseaux, mais elle fait beaucoup de vulgarisation. Tout à fait. Tantôt, tu as parlé d'une chaîne YouTube. Moi, je ne suis pas au courant, fait que peut-être donner de l'information. Oui. Mettons, les gens, ils veulent savoir là, des bonnes sources d'informations vulgarisées sur le stress. Où est-ce qu'on peut avoir accès à ça? Il y en a plusieurs. Donc, sur Facebook, le laboratoire de Sonia Lupien a une page qui s'appelle Chasseurs de mammouths. Okay? Sur cette page-là, ils ont accès à de multiples données. Là, on vulgarise beaucoup d'articles, puis etc. On a aussi un site web dans le laboratoire de Sonia qui est stresshumain au singulier.ca. On fait beaucoup de vulgarisation scientifique à ce niveau-là. Sonia Lupien a aussi une page personnelle où elle fait de la vulgarisation scientifique qui est Sonia Lupien, chercheuse en neurosciences sur Facebook. Oui, sur Facebook. L'an dernier, on a créé une chaîne YouTube avec moi-même, Sonia Lupien, Marie-France Marin, avec qui je travaille. Maintenant, c'est avec elle que je fais mon postdoctorat. Et Pierrick Plusquelec, on est 4 chercheurs dans le domaine du stress. Puis on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Stress et COVID, 4 chercheurs et un virus. On a fait une dizaine d'épisodes où on répond aux questions les plus fréquentes du public en ce qui a trait au stress. Et moi, je suis allée plusieurs fois au podcast de Pierre-Bruno Rivard qui s'appelle Le corps est de sable. Oui, j'ai vu ça passer quelque part. Pierre-Bruno qui a un podcast humoristique, c'est un humoriste. Il y a ce podcast-là depuis, mon Dieu, presque 10 ans. Non, je sais pas, peut-être comme 5-6 ans qu'il fait ce projet-là. Avant même que les podcasts existaient. Avant même. Non, mais honnêtement, le PB, c'est un des premiers qui a fait un podcast en humour. Mike Ward, puis lui, je pense, sont les deux pionniers. Oui, c'est ça, exactement. Puis, c'est ça. Donc, PB a un podcast, puis il y a une section dans son podcast qui s'appelle Les Curieux Rivard. Cool. Puis, je suis allée à une dizaine d'épisodes avec lui, fait qu'on a résumé bien des aspects en stress, puis PB et moi, on se part aussi notre podcast cet été, fait que vous pouvez suivre ça. Oui, ça s'appelle Selon une étude, on a reçu du financement des fonds de recherche du Québec en santé pour faire ce podcast-là. Puis on va faire de la vulgarisation en stress puis en santé mentale.
Ça va commencer Donc, quand, ça? On a tout notre tournage de bouquet pour le mois d'août. Parfait. Puis ça devrait sortir à une fréquence hebdomadaire l'année prochaine. Quelque part à l'automne, genre? Oui, exactement. À Bon. partir de l'automne. Fait que c'est pas mal ça. Puis on a aussi une page Instagram au laboratoire de Sonia qui est plus pour les enfants et les ados, là, si jamais il y a des auditeurs que c'est leur population cible. Ça s'appelle Mon stress et moi. OK. Puis c'est de la vulgarisation pour les enfants, les adolescents. Puis ça aussi, on avait reçu du financement pour ce faire. Fait qu'il y a des graphistes qui ont travaillé là-dessus. C'est vraiment beau. Les filles ont fait un travail incroyable à ce niveau-là. Fait que les gens ont vraiment l'embarras du choix allez-y, pour les mon ressources. Dieu! Je vais essayer le plus possible de tout mettre ces ressources-là dans les publications. Comme ça, les gens, tu sais, sur Facebook, quand je publie les extraits formidable. ou Instagram ou peu importe, là, fait que je les mettrai accessibles pour que les gens puissent les avoir avec super. un lien Je te cliquable. remercie. Si tu veux, je te les écrirai. Absolument. On va tout regarder ça. Génial, merci. Fait que merci énormément. C'était vraiment un plaisir. Je pense qu'on va peut-être battre le record du plus long. Sinon, on est peut-être à 2 minutes près. Là. Fait que, on étire, tu sais. Non, c'est ça. Fait que merci beaucoup. Puis au plaisir de se reparler dans le futur. Merci à toi.